Juste si tu peux faire ça. Eloui Nishmat, c'est la maman de Piloref. Shalom Vracha Rev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes ce soir le lundi 22 février et le 11 du mois de Adar, Lechem Tovim ou Shalom. Je suis racheté par Sandra Cohen, Bezrat Hashem, sur le thème des enfants, des parents, des PN. Donc c'est une question qui touche au PN de ce que je vois ici. Une dédicace pour une très bonne santé et une longue vie, tzedeket pour Valérie Twitou, c'est ça? Rav Twitou, la maman du Rav, Lenou Nishmat, le beau-frère du Rav Twitou, donc c'est beaucoup de Rabat, je découvre en même temps. Donc Georges Eliaou Ben Simcha Alice Mishpachat Amar, une grande réussite spirituelle et matérielle, et à sa famille bien entendu, Mikol Alev, Yaakov, Rachel, Uriel, Diana Cohen, son frère bien-aimé, Monsieur Cohen, ainsi que sa famille, à mon ami cher Vanessa, Mazal, Bat, Kmaïsa, si je le prononce bien, Bezrat Hashem. Donc ce soir, si j'ai bien compris, on va étudier sur la relation. C'est quoi le titre? Les enfants avec les parents. Les enfants avec les parents. Donc on va parler du respect des parents quelque part. Le respect et comment se comporter. Bezrat Hashem, avec la permission de Sandra Cohen Ayekara, on dédiera ce shiur pour le refouach lema achlam emira de tous les malades d'Israël bichlalam broatim akdosh avatora. Sarah Talia Batefrat Myriam, Yanaï Ben Esther, Chai Inan Ben Jessica Florette Aviva, René Marlouf Ben, Sarah Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel, Chaya Ruchama Esther Batrivka, Jules Ben Esmin, Yadan, Aaron Ben Besaouda, Oufren Hashematov, tu m'as dit? Et l'Ef Alfa Avdel Nishmat des 11 mois de Regina, tu peux enlever ton nom? Kamri Bat Rachel, Zichron Evracha, et Sarah Bat Belena. C'est ça? Belina. Bezrat Hashem, Roh Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Oufren Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat, Loat Zipora Bat Zeligman, Levi Yudé Sina Ben Eliaou Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya, Bat Yvonne Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Achnina, Dada Mesaouda Bat Rachel, Bat Shniachat, je peux dire la fin, Bat Esther, autant pour moi. Et on citera aussi Bezrat Hashem, de Yitzhak Cohen Ayakar. Refouachement pour Moshe Chaim Ben Febi. Ahlama Mira Lechem Tovim Shalom. Michael Yosef, donc Torjmad Ben Biriam. David Ben Rachel, chez Bari Beshalem Bezrat Hashem. Rivka Bat Simcha. Leïda Kala Wendy Rachel Bat Sophie Rika Achlama Meira Devora Esther Eden Bat Milen. Non, tu m'as dit qu'elle était guérie, je crois, elle, justement, Juste pour son bébé. Et Bezrat Hashem, donc, refouach lema pour son bébé, Kakadosh Baruch Hu, Yechlim Oto, Bezrat Hashem, Mimira Biyamun Amen. On sera aussi l'élève Alpha Avdalim à l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Zaina Yafa. Tov, alors on est donc, si j'ai bien compris, pour ce shiur, nous avons des questions qui vont être posées, c'est ça? Et donc, je devrais y répondre. Je vous avoue que j'ai pas réellement vu les questions, plus ou moins compris. Je suis passé à toute vitesse dessus. Et la première question, c'est quoi? Alors, j'ai ma femme à ma droite. Vous la voyez pas, mais elle est juste derrière à chaque fois. Que Dieu la bénisse. Première question, c'est quoi? Alors, pourquoi naît-on dans une famille de mères pervers narcissiques et pères violents? Alors d'abord, avant tout, la question c'est pourquoi est-ce qu'on est dans une famille où il y aurait un des parents qui serait PN, donc manipulateur pervers narcissique, et un père qui serait violent ou autre, qui serait plongé dans une addiction quelconque qui le mènerait à une violence. Il n'y a pas besoin d'être alcoolique, on peut être assujetti aussi à la drogue ou d'autres substances dangereuses. Pourquoi est-ce qu'on est là-dedans? Alors juste avant de commencer, je voudrais juste expliquer clairement qu'est-ce qu'un pervers narcissique. En quelques phrases. C'est pas évident de comprendre, mais malheureusement c'est un fait qui se... Je veux pas dire qu'il y en a partout, il faut pas tomber dans cette folie de dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu bizarre, on le traite de pervers narcissique, mais c'est une maladie, une pathologie qui existe et qui a été découverte et reconnue bien entendu par le monde expert dans le domaine. Les vrais psychologues, les vrais psychiatres le connaissent. Et c'est une maladie, c'est une pathologie extrêmement dangereuse et violente puisqu'elle passe en travers les filets, puisqu'elle n'est pas reconnue d'État. On peut faire interner une personne pour
une schizophrénie, pour une borderline par exemple, c'est très reconnu et ça peut engendrer aussi des décisions importantes. Toutes les maladies comme la bipolarité sont reconnues. Quelqu'un de pervers narcissique, malheureusement, c'est un destructeur d'enfants, un destructeur social de façon générale. Et le problème, c'est que on ne peut pas porter plainte contre lui. Ce serait même très dangereux de laisser des enfants chez lui parce qu'il va les détruire psychologiquement avec un harcèlement psychologique et mental qui est mamache catastrophique. C'est une maladie qui démarre d'un surplus de gâterie quand la personne est enfant, c'est-à-dire on fait lui un dieu. Et donc vers l'âge de 6, 7, 8 ans, cette tranche d'âge-là plus ou moins, il fabrique une espèce de carapace où il n'a plus de complexe d'infériorité, il passe dans « je suis Dieu », parce qu'on en a fait un Dieu, d'où le fait de savoir mettre des limites dans la vie et de donner beaucoup d'amour, c'est sûr, mais aussi de savoir expliquer que dans la vie il y a des limites, qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, que des fois il faut mériter ce qu'on a. Ça c'est une bonne éducation. Et de l'autre côté, il y a pire encore, ce sont les enfants qui ont été délaissés, qui ont apporté de bons résultats de l'école, qui ont eu un comportement qui méritait plus d'amour, plus de regard, plus d'empathie, plus de félicitations. Et ces enfants ont été livrés à eux-mêmes, ont été en fin de compte déçus à maintes et maintes reprises dans leur station de vie, et ils vont carapacer leur cœur au point de ne plus croire ni en l'amour ni en quoi que ce soit et vivre un complexe d'infériorité extrême au point de se détester de l'intérieur et de créer une nouvelle vitrine de leur personnalité qui n'existera qu'à travers des rôles à jouer toute leur vie. Ils vont jouer le rôle du mec sympa, ils vont jouer le rôle de « je m'y connais dans le domaine juridique, je m'y connais dans le domaine de l'art ». Toute leur vie, ils vont vivre dans une espèce de mythomanie, de mensonges dans lesquels ils vont se confondre. Le seul gros problème, c'est que comme ils n'ont plus de cœur, car comme ils n'ont pas reçu d'amour, eh bien, il faut savoir qu'ils vont créer une réelle pathologie, quelque chose de terrible. C'est qu'ils non seulement ne ressentiront pas d'amour, mais ils ne ressentiront pas non plus d'empathie pour la douleur de l'autre. À la limite, ils vont s'en nourrir. Et avec l'âge, malheureusement, eh bien, ça va s'aggraver. Donc, faites très attention quand vous tombez sur des personnes qui ne connaissent rien, qui vous disent ça, c'est des ch'touillottes, pervers narcissique, ça n'existe pas. La seule chose que je leur dis, s'ils insistent sur ce domaine-là, au lieu de se renseigner, d'aller voir des professionnels du domaine, eh bien, c'est qu'ils en rencontrent un pour apprendre peut-être sur le terrain à mieux comprendre les personnes qui en souffrent, parce que si tu ne sais pas ce qu'un pervers narcissique, automatiquement, tu ne pourras jamais comprendre celui qui en a été la victime. Alors, c'est très, très délicat, puisque la mitzvah du respect des parents, comme vous le savez, c'est le 5e des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie se prolongent. Et donc, on est face à un joker terrible qui s'appelle respect des parents. Le seul point qui pourrait éventuellement retirer la charge du respect des parents, qui est une responsabilité énorme vis-à-vis des enfants, c'est tout simplement que si les parents changent de religion, c'est-à-dire que s'ils renient leur judaïsme et qu'ils se convertiraient à une autre religion, dans ce cas-là, la halakha nous stoppe dans le respect des parents, nous n'avons plus à les respecter du tout, nous ne sommes plus tenus, en tout cas le pied halakha, de leur devoir le respect tel que la Torah l'avait consigné dans le domaine échéant. Si maintenant les parents sont des chas v'shalom messikim, c'est-à-dire qu'ils luttent contre la Torah, ils n'ont pas changé de religion, mais ils luttent contre la Torah de façon pompide, de façon publique, à dire que la Torah c'est des ch'touillottes, que les rabbanim c'est des ceci, et qu'ils insistent sur le domaine de mener les gens dans cette tromperie, dans cette arnaque de ce que savent faire les messitim, c'est-à-dire ceux qui empêchent les autres de pratiquer la Torah. Dans ce cas-là non plus, on ne sera pas tenu, pas à l'échelle individuelle, pas à l'échelle familiale. Le père qui dit à son fils, la Torah c'est des ch'touillottes, j'y crois pas, ton Shabbat ça sert à rien. Je ne parle pas de ça, c'est pas un messite. Ça, c'est un ignorant qui parle à quelqu'un qui s'attache à la vérité. Malheureusement, ça s'appelle un ignorant. Et un jour, il fera tchouva, il faut prier pour ça. Mais je parle de celui qui est le père et la mère qui, de façon, on va dire, leur système de vie, leur politique de vie, c'est de taper sur la Torah, renier la Torah. Dans ce cas-là, les enfants aussi sont quittes du respect des parents, puisque c'est ce même Dieu qui t'a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de faire Shabbat, de mettre tes tefilines, de manger kasher, de respecter les 613 mesures de la Torah, qui te demande de respecter ton père et ta mère. » Mais si ces parents-là ne veulent pas de cette Torah-là, donc ils annulent en même temps, puisqu'ils disent que la Torah n'est pas bonne. Ils vont annuler le respect des parents à l'échelle, je dis bien, à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'ils vont inciter les autres à quitter le monde de la Torah et de devenir des profanes. Dans ce cas-là, on n'est plus tenu de leur donner le respect qui leur est dû. Ça ne veut pas dire qu'on doit les insulter, ça ne veut pas dire que
Mais en tout cas, dans le cadre de la halakha, eh bien, on est quitte. Voilà, je voulais faire cette petite préface pour expliquer un petit peu, petit 1, qu'est-ce que c'est une violence qu'on appelle un harcèlement moral, et de l'autre côté, le respect des parents qui va extrêmement loin parce qu'on se doit d'honorer son père et sa mère de toutes ses forces, de tous ses moyens, de tout ce que l'on a, même si les parents ne sont pas souvent à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux, on se doit de les respecter, même s'ils ne sont pas shomer Shabbat, même s'ils ne sont pas shomer mitzvot, chayavim, lechabed et taorim, on est obligé de les respecter. Bezrat Hashem. Un problème pathologique comme ça? Alors, s'ils ont une pathologie, c'est qu'ils sont malades. Le problème qu'il y a, c'est que le problème d'une maladie, c'est que tant que les parents acceptent de se faire soigner, alors, on est là pour les aider. Ça veut dire que quand on est grand et qu'on a un père qui est malade, il faut le soigner, il faut l'aider. Après, il y a des questions d'ordre. Est-ce que j'ai le droit de l'emmener de force, par exemple, dans un hôpital pour qu'il prenne ses médicaments parce qu'il ne veut pas les prendre à la maison? Donc, dans ce cas-là, je pense que ce serait un sujet qui serait tellement long qu'une nuit entière ne suffirait pas, parce que c'est chaque cas avec sa réponse. Donc, en général, si la personne est malade, elle est malade. Mais dans cette maladie, il y a un problème. Comme par exemple le pervers narcissique, il n'y a pas de médicament pour lui. Je me suis entretenu avec plusieurs psychiatres dans ce domaine, avec plusieurs thérapeutes dans ce domaine et avec beaucoup de psychologues dans ce domaine. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a été capable d'apporter des preuves qu'on pouvait soigner un pervers narcissique. En tout cas, moi, j'ai essayé depuis 20 ans, je n'ai jamais réussi. Et tu connais mon travail sur place, je pense que je fais du bon travail, grâce à Dieu, grâce à la Torah surtout, qui m'aide à mieux voir les choses. Ça ne se soigne pas. Ce sont des gens qui remettent constamment les autres en question et qui sont incapables de se remettre eux-mêmes en question. Ils vont projeter chez les autres tous leurs défauts. Tu es ceci, tu n'es qu'un fainéant parce qu'ils le sont, tu n'es qu'un radin parce qu'ils le sont, de toute façon tu ne sais pas aimer parce qu'ils ne savent pas aimer. Donc ils vont projeter leur médiocrité sur l'autre, ce qui fait qu'ils ne seront jamais capables de se remettre en question, ce qui va provoquer un déni énorme dans le monde de la famille, ce qui fait que pour un enfant, c'est très compliqué, parce que c'est nuisible pour l'âme, c'est nuisible pour le moral. Quelqu'un qui ressort, je vous l'affirme, il rentre comme ça chez ses parents, super bien, heureux, de bonnes intentions, quand il ressort, c'est une serpillière essorée dans tous les sens, qui n'a plus aucun visage, qui est épuisé. C'est quelqu'un qui ressort épuisé de cet harcèlement, des fois qui mène, il faut savoir que les pervers narcissiques, on arrive souvent aussi à la violence verbale, même à la violence physique. Donc ça demande, quand on est un enfant, beaucoup de retenue. Il y a une arme qui arrive à contrecarrer ce genre de rencontre, c'est de ne pas prendre à cœur. J'en ai souvent parlé dans mes cours. Ne pas prendre à cœur. Tu sais que si tu as un père qui est pervers narcissique, eh bien, ou une mère qui est pervers narcissique, c'est pire. Une femme pervers narcissique, il faut savoir que c'est pire qu'un homme pervers narcissique. Parce qu'il y a une bina chez la femme que l'homme n'a pas. Ce qui fait que c'est encore plus fourbe qu'un homme, une femme pervers narcissique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est tu me dois tout, c'est grâce à moi, sans moi tu n'es rien constamment. Et cet harcèlement va se traduire par de toute façon tu vaux rien. Et le pire du pire de cet harcèlement, c'est que comme les pervers narcissiques ont besoin de régner, eh bien ils vont faire des conflits entre le mari et sa fille, par exemple, entre la famille, les frères et sœurs contre sa propre fille, tout ça dans le but de régner et d'être celui qui est cholette par plaisir de détruire les autres. Donc c'est quand même très très difficile. Et donc on en parlera plus tard parce que je pense que j'ai vu la question par la suite. Je ne vais pas tout faire d'un coup, mais il me semble que cette question a été posée. Alors pourquoi on est dans une famille Thénardier? Pour ceux qui connaissent un peu Victor Hugo, la famille Thénardier, c'est dans Cosette, cette famille lugubre, nuisible et méchante. On peut dire que c'est méchant. Il faut savoir qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un de profondément méchant. Le seul problème de sa méchanceté, c'est qu'elle est hypocrite. Elle est cachée derrière une espèce de vitrine, à travers de belles paroles, à travers un très beau paraître, et en réalité, tout est fabriqué pour ta destruction la plus totale. Donc c'est quand même très délicat. Pourquoi est-ce qu'on est là-bas? La réponse est simple, il faut demander à Dieu. Je n'ai pas les comptes de Dieu, ce serait très prétentieux de dire, moi je sais pourquoi. Toi, tu es né dans une famille où le père est violent et que de l'autre côté, ta mère est atteinte de la perversité narcissique, de cette manipulation extrêmement minutieuse et extrêmement calculée du perverse narcissique. Par contre, ce que je pourrais dire, pour ajouter quand même une petite, je dis bien une petite épice à cette raison-là, ce que je vais vous dire maintenant, comme ça vient de mon étude personnelle, que je n'ai pas de référence, bien entendu, elle peut être réfutée. Si quelqu'un m'écrit, il dit n'importe quoi, c'est votre droit. C'est pas joli, mais en tout cas, c'est votre droit. Je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à mon étude. Quand j'ouvre le Shara Gilgulim, c'est-à-dire les portes de la réincarnation, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'injustice sur Terre.
quand j'ouvre la Masechet Avot, ça me donne des réponses. Je vais vous le dire lesquelles. Dans ce monde, on est tous des réincarnations. De vivre avec un pervers narcissique, parce que j'ai entendu une fois qu'il y aurait un rave, je ne sais pas qui c'est exactement, mais on m'a dit qu'il y a un rave qui aurait dit que c'est des ch'touillottes, les pervers narcissiques n'existent pas. J'ai même entendu moi-même une vidéo d'un rave Tamit Racham qui connaît bien la Torah, qui a une belle barbe, qui présente bien, il a une petite lumière comme ça sur le visage, et qui a dit, c'est quoi ces ch'touillottes de pervers narcissiques, tout peut s'arranger dans les couples. Moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, avec beaucoup d'amour et d'amitié, je vous souhaite d'en rencontrer une qui vous mette un petit peu au pas pour que vous compreniez que quand on ne connaît pas, on ne parle pas. Je dis ça avec toutes mes responsabilités, je ne fais pas d'excuses. Quand on ne sait pas de quoi on parle, quand on ne connaît pas le sujet, c'est pas parce qu'on est ignorant qu'on doit condamner ce qui n'existe pas. Donc, messieurs, faites attention. D'un côté, de ne pas tomber dans chaque fois que tu vois quelqu'un qui a un problème, de dire c'est un pervers narcissique, il faut faire attention à cela, mais d'ignorer que c'est un problème qui existe et que je rencontre moi-même dans mon bureau assez fréquemment, je vous le dis parce que j'ai beaucoup de couples qui viennent à la maison, ma femme peut en témoigner, au bureau, 3, 4, 5 par jour, des fois même plus. Je peux vous affirmer que je tombe sur des cas qui sont de réels pervers narcissiques, qui correspondent à tous les critères que j'étudie depuis 20 ans, et de dire que ça n'existe pas, ça démontre une espèce d'ignorance qui fait mal parce que c'est les victimes, en fin de compte, qui en pâtissent, parce qu'il faut savoir que ces gens-là passent toujours à travers tous les filets. Alors, pour répondre à la question, parce qu'on ne va pas s'attarder, on peut faire un cours sur le pervers narcissique, quoique j'aimerais bien à l'occasion en faire un très long, c'est d'expliquer pourquoi. Eh bien, moi, les réponses que j'ai à vous donner, c'est celle de Hillel Azaken, qui une fois marchait avec ses élèves, dit la Mishnah dans Masechet Avot, et qui a vu un crâne qui gisait dans l'eau. Et il dit à ses élèves, c'est parce que tu as noyé, c'est parce qu'il a noyé des gens qu'il est mort noyé. En d'autres termes, on revient souvent dans ce monde, explique la Mishnah, que quand une personne subit quelque chose, c'est qu'avant de venir dans ce monde, il l'a fait subir. C'est au niveau de la Mishnah, c'est ce qu'enseigne Hillel Azaken. Quand vous voyez une personne qui subit quelque chose, sachez que cette personne l'a fait subir, car la vie est un boomerang, et quand on fait quelque chose, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire, ça nous revient toujours au visage. Donc quelque part, nous ne comprend pas parce qu'on n'est pas dans la réincarnation précédente, on n'est pas comme le Chida ou Ben Azaï qui était capable, dit le Chida à propos de Ben Azaï, d'être capable d'aller prier sur tous les corps qui ont précédé sa vie en tant que Ben Azaï à l'époque des Tanaïm. C'est extraordinaire. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est né à une époque précise, on connaît notre vie, on ne connaît pas ce qu'il y avait avant. On peut avoir des flashs comme ça de « Tiens, ça me dit quelque chose, je le connais ». Il y a un truc qui se passe, mais on ne contrôle pas ce genre de choses. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication que je voudrais apporter, c'est celle du Shara Gilgulim, ou si vous préférez, du livre de Minchat Yehuda. Le Rabbi Yehuda Ptaya, un des plus grands élèves du Ben Ishraï. Et lui, là-bas, il explique que quand on arrive des fois dans des familles, celui qui a le bonheur d'arriver dans une famille religieuse, sympathique, qui s'aime, qui se respecte, il y a une belle ambiance, il n'y a peut-être pas beaucoup d'oseille, mais en tout cas, il y a du bonheur. Et ça vaut tout. Puis des fois, on arrive dans une famille où Béhémet, le père est extrêmement violent, il a une éducation barbare, il parle extrêmement mal, il n'a pas besoin de se saouler, c'est un caractère, il a mal été lui-même éduqué. Et puis la mère aurait une pathologie quelconque, et c'est pas forcément le PN, ça peut être aussi d'autres maladies qui n'ont pas été gérées, tout simplement une maladie des nerfs, sans aller extrêmement loin. Un trouble du comportement, si je devais faire une généralité de toutes les pathologies qui existent, c'est le trouble du comportement. Eh bien, en général, si maintenant je réponds à la question, parce que je veux quand même honorer la question du PN, il faut savoir que le PN, moi je lui ai donné un surnom. Au niveau psychologique, c'est ce qu'on appelle un démon au visage d'ange. Ça veut dire qu'il a malheureusement toute cette haine de l'autre, la jalousie de l'autre, la malédiction dans la bouche très très facile à sortir pour lui, cette manipulation. Et la vie qu'on a avec ce genre de personnage, c'est d'une telle souffrance morale que c'est un guéhinam à vivre. Et j'ai lu, et c'est en cela que je vais répondre à cette question, avec beaucoup d'humilité j'espère, parce que peut-être que ce n'est pas la bonne réponse, je vous l'ai dit, le seul qui peut répondre précisément sans se tromper là-dessus, c'est Dieu, ou le Rabbi Lubavitch, ou le Rav Ovadia, un Gdolador en tout cas. Moi, je ne suis pas un Gdolador du tout, je ne suis rien du tout, mais ce que j'ai à dire, c'est que j'ai lu que quand une personne part de ce monde, et que cette personne doit réparer certaines fautes qu'elle a faites qui sont très graves, elle se retrouve face à une palette dans ce monde de vie. Ça veut dire une palette de tikkunim, où elle descend au Gehinam, où elle se réincarne, où elle va dans le Kafakela, où. Il y a plusieurs options pour elle,
par exemple, elle est dépouillée de ses mitzvot parce qu'elle est morte sans faire tchouva sur un sujet, comme ça que c'est marqué, vous plaise ou pas, c'est autre chose. En tout cas, elle peut être dépouillée de ses mitzvot et recommencer tout à zéro. Une des options qui est donnée pour ne pas descendre au Guéhinam, qui est rempli de démons, de scorpions, de serpents, comme explique le Zohar Kadosh, c'est pas des choses que vous connaissez, hein, ce sont des choses totalement ésotériques et spirituelles. Eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu peut proposer à l'âme de descendre, il y a même marqué là-bas PN, mais il peut descendre dans une famille qui le fera souffrir au lieu de descendre au Guéhinam. Alors tu seras en d'autres termes dans un autre Guéhinam. C'est pour cela que la réponse à donner, c'est que quand on est dans une famille où la mère serait PN et que le père serait alcoolique, violent et pathétique, eh bien c'est tout simplement un tikkun à vivre. C'est quelque chose qui nous amènera à ne pas revoir les portes du Guéhinam, chas v'shalom. En tout cas, sachez que la réponse qui est la plus certaine, c'est que c'est un tikkun. Maintenant, quel tikkun? Pourquoi j'ai pas Internet avec Dieu? Je ne suis pas un apprenti sorcier, je n'en sais rien, absolument rien. Et je me méfierais de quelqu'un qui se fasse dire, moi je sais pourquoi. Ani lo yoda ishit. Pour moi, il n'y a qu'un grand en Torah qui serait capable de voir HaKodesh, de dire exactement pourquoi tu es né dans une famille comme ceci ou comme cela. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient d'un Gilgul. Si Dieu t'a envoyé par l'ange, là, il a à naître dans cette famille, c'est que tu avais un tikkun à subir. Et espérons, Be'ezrat Hashem, que tu t'en sortes, parce qu'en général, malheureusement, les PN, les manipulateurs pervers narcissiques, arrivent toujours à laisser un héritier chez leurs enfants qui va malheureusement transmettre chez lui ce virus de l'agressivité, de la destruction de l'autre. Donc il faut faire très attention et ne pas avoir peur de reconnaître qu'on a un problème, parce qu'on ne peut pas se soigner, on ne peut pas s'aider si on n'est pas conscient du problème qu'on a chez nous ou des blessures qu'on n'arrive pas à fermer. Ça veut dire en d'autres termes, quand on sort d'une personne qui est un parent qui est pervers narcissique, on a beaucoup de problèmes, on a du mal à aimer soi-même, on a du mal à avoir confiance chez les gens, on sort avec énormément de blessures, des dégâts qui sont pour certains même irréversibles quand on est trop resté près d'eux et qu'ils arrivent à dire toutes ces phrases qu'on a tellement besoin d'entendre. Je n'ai que toi, pourquoi tu me laisses tomber? C'est-à-dire toujours mettre sur la conscience de l'autre que même sa maladie, c'est de ta faute. Que même s'ils n'ont pas eu de chance pour gagner un loto, eh ben, c'est à cause de toi. Ils s'inventent, c'est insupportable. C'est tout simplement insupportable. Voilà, c'est exactement ça. Ils culpabilisent constamment, pas que les enfants. Ils culpabilisent tout le monde. Il n'y a que eux qui n'ont jamais rien fait. Eux n'ont fait que ce qu'il fallait faire. Et le pire du PN, je vous le dis dès maintenant, si on a le malheur ou le bonheur d'avoir été un homme de Torah, eh bien, ils vont utiliser votre Torah, celle que vous étudiez, contre vous. Ah, c'est comme ça que tu honores ton père et ta mère? Psh, tu devrais enlever ton kissouille, tu devrais enlever ta... Alors qu'eux-mêmes ne croient même pas en Dieu, puisque le seul Dieu, je vous l'affirme, dans lequel ils croient, et quand je vous l'affirme, je sais de quoi je parle, on peut même avoir un rabbin pervers narcissique, qui est chazan dans une synagogue. Sachez qu'ils ne croient pas en Dieu, car le seul Dieu qui prie, c'est eux-mêmes. Ils se prennent pour Dieu. C'est dans leur pathologie. Ils n'ont peur ni du Guéhinam, ni du Gan Eden, ni de Dieu lui-même. C'est un sujet qui est extrêmement profond, qui est très délicat et qui, pour l'instant, n'a toujours pas de takana. Comme je l'ai déjà écrit dans mon livre, comme j'en ai parlé dans plusieurs shiurim, à subir ou à fuir. Je n'ai pas d'autre solution. En tout cas, moi, j'en ai pas. J'espère que d'autres rabbinim, beaucoup plus aiguisés que moi et savants que moi en Torah, Bezrat Hashem, arriveront un jour à trouver une solution. En tout cas, ma chère, lui, c'est sûr que quand il viendra, goodbye pour ce genre d'individu. Au visage d'ange et à l'âme démoniaque. Ken. Alors justement, qu'est-ce que Hachem il attend de ses enfants qui naissent dans des familles avec ce problème pathologique? Alors c'est une excellente question. Qu'est-ce que Hachem attendrait de cette situation, de ces enfants qui vivent cette pression mentale, morale, destructrice? Eh bien, c'est le travail des midotes. Simplement, le travail des midotes. Ça veut dire que quand on est face à un pervers narcissique, on a un très très gros problème. Le premier, je vais vous le dire dès maintenant, c'est que les pervers narcissiques recherchent 3 faiblesses qui sont 3 grandes qualités vis-à-vis du judaïsme. Ils recherchent des personnes qui savent aimer, donner et se remettre en question. Que vous le sachiez. Ça veut dire que même si par exemple une femme perverse narcissique recherche un homme, eh bien elle va chercher chez lui ces 3 qualités. Est-ce que tu sais aimer? Car je vais te prendre tout ton amour, tu ne vas pas en recevoir. Est-ce que tu sais donner? Car je vais te prendre tout ce que tu as. Est-ce que tu sais te remettre en question? Parce que je vais toute ta vie te remettre toi-même en question sans jamais te faire comprendre qu'en réalité, c'est moi qui reflète sur toi mes défauts. Donc, qu'est-ce que Hachem attend des enfants? Le travail des midotes, la bonne mesure des midotes. Et c'est très compliqué, parce que quelque part,
Quand tu es face à une personne qui te fait du mal, Akol Me'et Hashem, tout vient de Dieu. Donc les religieux, en d'autres termes, sont d'excellentes victimes pour eux. Akol Me'et Hashem Itbarach, tout vient d'Hachem. Deuxièmement, Akol Letova, tout est pour le bien. Troisièmement, eh bien, on fait du chesed, donc il faut savoir aider. Quatrièmement, il faut juger les kafsrout, il faut juger l'autre du kafsrout. Donc c'est très compliqué. Et quand je dis quatrièmement, il y a cinquième, sixième, septième, ad belidai. C'est pour ça d'ailleurs que les pervers narcissiques sont toujours très pressés d'avoir des enfants pour être certains que leurs victimes, même si elles décident de partir, ils les tiendront toujours par le chantage affectif sur eux-mêmes ou même prendre en otage les enfants, car ils n'ont absolument aucune empathie pour eux, aucun amour pour eux, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on attend en général des enfants qui grandissent dans ce genre de choses? Une fois qu'ils ont fait leur tikkun, qu'ils ont grandi, on discutera plus tard de la question qui viendra. Est-ce qu'on est obligé de les respecter? Est-ce qu'on est obligé de tenir compte de leur maladie? Est-ce que tout ça, ce sont des sujets qu'on verra pour ceux que ça intéresse à la fin? Je crois que c'est une des dernières questions d'ailleurs qui a été posée. Donc je vous lirai le Shulchan Aruch lui-même sur cette question-là, et non pas ce que j'ai à dire, quoique tout ce que je dis, c'est le Torah, mais pour que vous entendiez la réponse de ce que la Torah qui nous a ordonné de respecter nos parents nous demande de l'autre côté, des fois, de goodbye, prendre le large. On le lira noir sur blanc dans le Ilkut Yosef, vous pouvez le lire aussi chez le Rav Ovadia Yosef et dans d'autres commentateurs, voire d'autres Shulchan Aruch, puisque dans ce domaine, ils sont pratiquement tous d'accord. C'est le travail des midot. En réalité, le travail des midot, c'est quelque chose de très dur. En général, et là ce que je vous dis encore une fois, c'est de mon étude personnelle, quand on est dans une famille de pervers narcissiques, eh bien, comme les pervers narcissiques détruisent l'orgueil de ses victimes, c'est qu'on a commis dans le Gilgul précédent un excès d'orgueil qui n'a pas plu à Dieu. Et donc, comme on s'est cru soi-même pour « et moi, et je fais ceci », Akadosh Baruch Hu nous rend tout petit, avec cette situation d'être face à un pervers narcissique qui, lui, par contre, ne peut pas te laisser dans une situation d'orgueil, il ne peut pas te laisser dans une situation de Matzavlo Naïm. En d'autres termes, il va te détruire et faire de une petite smartout de rien du tout, où tu as l'impression d'avoir été toute ta vie, parce qu'il va réussir à implanter chez toi ce virus de la défaite. Et dès que tu t'en vas et que tu comprends que tu en as ras-le-bol et que tu ne peux plus rien faire, il va te sortir la phrase la plus cruelle pour laquelle tu es le plus préparé à... Alors, tu sais que j'ai des problèmes et tu m'aides pas, t'aides tout le monde et moi tu m'aides pas, et là, hop, on repart à zéro. Ils savent trouver les mots, ils savent dire exactement ce que l'on a besoin d'entendre. Oui, moi je t'aime. Ils savent jouer les victimes et renverser les rôles. Eux n'ont reçu que de l'amour, n'en ont jamais donné, et ils savent dire à la fin, avec tout l'amour que je t'ai donné, c'est comme ça que tu m'abandonnes. Il y a de quoi devenir fou. Okay. Donc la réponse, c'est le travail des midotes. Ah, voilà, c'est ça. J'ai répondu. Enfin, j'ai répondu ce que j'avais à répondre. Comment s'en sortir indemne, sans séquelles d'une situation? Il est impossible de se sortir d'un pervers narcissique sans séquelles. C'est impossible. C'est encore pire chez les enfants, car un enfant, c'est une cassette vierge, et ce qu'on enregistre, c'est ce qui reste. Il y a toujours des séquelles. Vous savez, c'est comme si on dit, est-ce qu'il est possible de rentrer dans l'eau sans sortir mouillé? C'est impossible. On ne peut pas sortir d'une situation de pervers narcissique sans séquelles. C'est quasi pratiquement impossible. Sauf si cette personne réalise qu'elle s'est fait avoir. Si cette personne réalise qu'elle n'a jamais été aimée, qu'elle a été manipulée, et qu'elle remet toutes ces années d'accusation dans le droit chemin, c'est-à-dire qu'elle refuse une fois pour toutes dans sa teshuva quelque part, c'est bien entendu, Akol Me'et Hashem, mais qu'elle comprenne, qu'elle réalise, on dit en hébreu Shema Fienet, que cette personne introduise à l'intérieur que Behemet, en réalité, elle n'a pas grand-chose réellement à se reprocher, parce qu'elle a été réellement la bonne personne, et que l'autre l'a trompée, usurpation d'identité. Elle lui a pris sa place. Ça, c'est la première des règles. C'est comme quand je soigne un problème, si j'ai mal au bras droit et que je soigne le bras gauche, j'aurais rien résolu. Mais la réalisation. Deuxième chose, connaître la maladie. Parce qu'à partir du moment où tu as des réponses, ce qui fait le plus souffrir sur Terre, c'est de ne pas avoir de réponse. Mais pourquoi ma mère, elle est comme ça? Pourquoi ma mère ne m'aime pas? Pourquoi ma mère me fait du mal? Alors, si tu as une réponse et que tu comprends que, par exemple, tu mets maintenant un nom à ces réponses, elle est atteinte de perversité narcissique, déjà, ça te donne
une satisfaction. Tu commences à réaliser, tu t'intéresses à qu'est-ce qu'un pervers narcissique, qu'est-ce qu'ont dit les autres victimes qui sont sorties de cette situation, et là tu commences à réaliser parce que tu mets un nom sur cette agressivité qui t'a détruit pendant toutes ces années, chose qui va te faire réaliser que quelque part, eh bien en réalité la victime c'était toi. Et quand tu sais que tu es une victime, alors il ne te reste plus qu'à penser tes blessures. Comment maintenant on pense ces blessures? Il faut absolument faire tout ce qui est en ton pouvoir pour retrouver une totale confiance en toi. Car en général, la première des règles qu'il faut soigner quand on sort d'un pervers narcissique, c'est qu'on n'a totalement plus aucune confiance en soi. On n'a plus du tout envie de rien, on ne croit pas en soi, on n'a même pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'on se dit c'est bon, j'ai déjà eu ma dose. Donc, résultat des courses, la confiance en soi, beaucoup d'émouna, s'attacher non pas à une espèce d'idéologie de je vais m'en sortir, mais vraiment s'en sortir. Et pour y arriver, on a besoin d'aide, il faut refaire confiance, fréquenter des gens qui ont de l'Hirat Shamayim si c'est possible, des gens qui ne vont pas être là pour une fois de plus te remanipuler. Il faudra être très vigilant, mais la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'abord, la première règle, s'éloigner. Oui, mais c'est les parents. On va y arriver. La mère ou le père. On va y arriver. On va y arriver. Je répète, donc, s'éloigner. D'accord ? Quand il y a une très mauvaise odeur, tant que tu restes à côté, tu es touché par l'odeur. Première des règles, si tu veux te soigner, en tout cas, si tu veux revenir après, tu reviens. Mais la première des règles, c'est s'éloigner et au plus vite possible. Au point de, la phrase la plus connue en français, sauve qui peut. Pas shoot, les itrahek beyoter. Pourquoi? Parce que tant que tu restes dans la kirva, tant que tu restes dans l'entourage du pervers narcissique, il faut savoir que lui, le pervers narcissique, quand tu l'as quitté, il n'arrête pas. Il continue à parler de toi. Il raconte des choses complètement inventées. Et comme ce sont d'excellents acteurs qui savent pleurer, mais alors comme sur un bouton, hein, toc, je pleure, ah, j'ai mal, je suis pas bien, je suis capable de changer, de passer de l'avare au gros donateur. Ce sont des très grands acteurs. Et quand on est enfant, on aime ses parents. Et voilà, nos parents ont changé, nos parents sont mieux. Et on retombe par la suite dans une espèce de piège où en réalité, on croit que le pervers narcissique s'est fatigué, mais il est encore plus en forme, parce qu'il faut savoir qu'avec l'âge, ça ne peut que empirer. Mais la première des règles, c'est de s'éloigner. La deuxième règle, retrouver sa confiance en soi. La troisième règle, refaire absolument sa vie. C'est-à-dire croire au bonheur et ne pas se laisser berner par une personne qui t'a fait croire que lui était le monde entier, parce que c'est à ça que ça résume. Quand un pervers narcissique, une maman ou un père, ou un mari ou une femme que tu épouses et qui sont pervers narcissiques, ils sont tellement imbus de leur personne, tellement orgueilleux, tellement ils sont Dieu, qu'ils arrivent presque à faire croire à leurs victimes, quelque part, qu'ils sont toute la terre. Et que si tu les quittes, de toute façon, tu ne trouveras pas mieux qu'eux. Ce qui fait qu'il faut sortir de cette bêtise, il faut sortir de ce mensonge et commencer à évacuer tout cela. La première règle, d'ailleurs, au niveau psychologique, c'est de retirer de son cœur tout ce qui a été vécu. Parce que eux, ce qu'ils visent, c'est le cœur. Ça veut dire que si tu ne prends pas à cœur, automatiquement, tu t'en sors. Si tu prends à cœur, si tu as le malheur de prendre à cœur, et bien entendu quand il s'agit de papa et maman, ou de ton frère, ou de ta sœur, ou de ta femme, ou de ton mari, automatiquement, tu prends à cœur, ce qui d'ailleurs nous mène à un manque de patience et à un dévoilement de notre colère. Mais de façon générale, il faut s'armer contre ça psychologiquement et absolument fuir de tout son cœur ce genre de choses. Donc faire du sport, reprendre le goût à la vie, essayer de donner un grand coup de balai en arrière, s'entourer de vrais amis, de personnes qui vont nous estimer, qui vont nous dire vraiment, nous remonter, et avec le temps, ça se soignera petit à petit, mais les cicatrices seront toujours là. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des gens qui ont été victimes de pervers narcissiques. 20 ans plus tard, quand tu en parles, ils ont froid. Même de les rencontrer, ça leur fait froid dans le dos. Hâte que d'écart. Oui, mais quand c'est des enfants, ils peuvent toujours trouver des excuses de dire « mais non, c'est pas possible, mon père n'est pas comme ça, ma mère n'est pas comme ça ». Tant qu'ils subissent, il n'y a plus de question. Tant qu'ils sont capables de subir, il n'y a pas de question. Là, ce n'est pas une question, c'est un état de fait que tu donnes. Question en bas, c'est quoi? A-t-on le devoir de les honorer et respecter quand même? Alors, de quelle façon? Alors, a-t-on le droit de les respecter et de les honorer quand même? Réponse, oui, on se doit de les respecter. Ça veut dire quoi, se doit de les respecter? On n'a pas le droit de manquer de respect à son père et sa mère. Qu'il soit pervers narcissique, qu'il soit bipolaire, qu'il soit schizophrène, qu'il soit borderline, peu importe sa pathologie, la liste serait longue, ok? On se doit de les respecter. C'est une maladie mentale, malheureusement, qui passe à travers tous les filets juridiques,
malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que quand un pervers ou une pervers narcissique à la garde des enfants, il y a en réalité pikuach nefesh, il faut le savoir. Mais ça, ils sont réellement en danger. J'espère qu'un jour, s'il n'y a pas encore la Géoula demain, que Bémet, la juridiction, en tout cas dans le monde entier, reconnaîtra cette maladie comme étant un danger réel de destruction des enfants. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Belachen, Bezrat Hashem Itbarach. Par contre, je voudrais vous lire, puisque tu as posé la question, je suis avec le Ilkut Yosef, pour ceux qui le voient ici, d'accord? Nous sommes à la page Shin Nun Bet, si vous préférez directement, dans les lois du respect des parents, d'accord? Nous sommes ici avec le respect des parents. Voilà ce que nous dit la halakha. Mitzvat kibud avaim, le respect des parents. Igam kshaorim em kabdanim umarchichim umetzarim et yaldeem. Le respect des parents intervient aussi si les parents sont kabdanim, très pointilleux, pathétiques, ils sont comme ça, faits comme ça, makpidim, rigoureux, trop. Matrihim, ça veut dire ils mettent des soucis dans la tête des enfants. Metzarim et yaldeem, ils leur font du mal. Donc on est vraiment dans la question. Mizvat kibud avaem, elle est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de leur manquer de respect. Bechol minet ta'anot vedviot. D'accord, que ce soit dans tous les domaines. Ils ont toujours des choses à leur dire, ils ont toujours des choses à leur reprocher. On parle des parents vis-à-vis des enfants. Au bout prat, la ziknatam, et à plus forte raison quand ils prennent de l'âge. Vechen gam kshem et kalelim et benehem. Et même si les parents maudissent leurs propres enfants, chose qui peut malheureusement arriver, Hashem ishma virachem, parce qu'en maudissant ses enfants, ils se sont maudits eux-mêmes. C'est comme quelqu'un qui se crache sur la jambe, car il faut savoir que les enfants sont considérés comme les jambes des parents. Donc il n'y a pas plus bête qu'un père qui maudit son fils ou une mère qui maudit son fils. C'est des gens profondément bêtes, barbares, et qui ont une éducation ratée pour être comme ça. J'ai pas honte de le dire. Il faut le savoir, de maudire ses enfants, il faut être une personne de très basse classe. Oh, chez M. Kashim Bemidot ou Vedeot, où ce sont des gens qui sont particulièrement difficiles, avec des midot un peu durs, des opinions toujours jamais d'accord avec les autres, toujours en train de se la ramener, au Mishunim Bemaasem, et qui font des actions qui sont déplorables. Donc vraiment, on a vu ici qu'on parle de toutes les pathologies qui pourraient exister. Venam Noagim Bederech Eretz, et on va dire que même le savoir-vivre minimum, ils ne l'ont pas. Malgré tout, Derech Eretz, qui était comme tout ce qu'on vient de lire à l'instant, Lavan. Lavan était un menteur, un arnaqueur, une personne qui n'avait pas de savoir-vivre, et on a vu que Rachel et Léa, malgré tout, ne lui ont jamais manqué de respect. Par contre, en tournant la page, vous allez voir combien la Torah se reflète ici. Donc on avance. Même si maintenant, tout le monde reconnaît parfaitement la légitimité des enfants face à des parents, on ne peut plus nuisible. Malgré tout, al-pi halacha, on n'a pas le droit de leur manquer de respect, malgré tout. Alors c'est invivable. Vous allez me dire maintenant, c'est invivable. Alors c'est en d'autres termes, si on a un père et une mère qui nous détruisent la vie, ça veut dire quoi? Que quand ils nous disent, vous venez faire Shabbat, on est obligé de venir? Réponse, non. J'ai pas fini. Réponse, non. Vous allez l'entendre. Sur la M, les vasotam. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On n'a pas le droit de les dénigrer, on n'a pas le droit de les critiquer, on n'a pas le droit de leur manquer de respect. Ou mikol makom, il y a la suite. Parce que les parents qui écoutent ça disent, écoute mon fils, écoute toi là, écoute ce qu'il dit. Alors moi je dis aux parents, écoute jusqu'au bout ce qui a marqué Yatik. Ou mikol makom, im itnagut haorim. Si la conduite des parents, après tout ce qu'on vient de dire, hi bilti nisbelet la yeladim, est devenue insupportable pour les enfants. Ça veut dire que les enfants sont arrivés au bout du rouleau avec les parents. Pourquoi? De cet harcèlement moral, de ces critiques qui n'en finissent pas, au point que les enfants sont touchés nafshit. Donc on parle de l'enfant, par exemple, du pervers narcissique ou du père violent. C'est-à-dire que l'enfant, maintenant, il est traumatisé de la situation. Il ne peut plus supporter cette situation. Il serait mené à quoi faire, l'enfant? Chaz v'shalom, ou élever la voix sur ses parents, maudire ses parents, insulter ses parents, voire pire, lever la main sur ses parents, leur manquer de respect, ou se suicider. Donc ici il est marqué Orim ibiltin isbelet, ça veut dire ça devient maintenant pour les enfants tout simplement insupportable. Kegon she'avoa em baale midot raot, comme par exemple des parents dont les midot seraient vraiment troubles. On parle entre autres ici de façon détournée un peu du PN, d'accord, du pervers narcissique. Et tout le monde le pense. Et on voit que les parents, c'est pas que ton opinion personnelle, il faut quand même qu'il y ait une opinion générale que on sait qu'il y a un problème avec papa et maman. C'est-à-dire tous les frères, toutes les sœurs comprennent que Bémet
le problème, il n'est pas chez nous, il est chez eux. Et que là, un des enfants, par exemple, il ne peut plus. C'est-à-dire, au niveau de son âme, il est touché, il risque de tomber. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. La réponse est Oshav shotel et shechera. Et donc, le père est alcoolique, par exemple. Et là, il le marque noir sur blanc. Tu vas à la maison, ton père est alcoolique. Et ça va entraîner un désagrément tel que les enfants sont vraiment touchés. Ça leur enlève leur joie de vivre, c'est plus bon pour eux. O sheu ragzan vek asan gadol. Ou que, par exemple, ton père et ta mère sont des gens atteints, ils sont malades des nerfs. Ils ne savent rien faire sans crier, il faut toujours qu'ils critiquent, ils te détruisent. Donc ça correspond à toutes les questions posées maintenant. Dans ce cas-là, les enfants n'ont pas à les fréquenter. Ils s'éloignent, c'est marqué noir sur blanc. Ça veut dire, je suis désolé, je préfère faire Shabbat à la maison, je préfère vous laisser. Dans ce cas-là, ils ne sont pas obligés de les fréquenter. Et pire encore, mieux encore, ils ont le devoir de même couper les ponts s'il le faut et de s'éloigner d'eux en leur disant je ne vous manque pas de respect, aval mechila atkan. C'est pas que je ne veux pas vous respecter, le problème n'est pas chez vous, c'est moi qui manque de patience. Tournez les choses pour ne pas leur manquer de respect, ne pas les descendre, mais il faut que tu sauves ta vie. Parce que celui qui se lève pour te tuer, lève-toi d'abord. On ne va pas le tuer. Couper les ponts, définitivement. Alors regardez ce qu'il y a marqué. On est dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est la réponse de la vie de chacun de nous. Même si maintenant, juste un instant, et même si on sait qu'en cela, on va quelque part manquer un certain degré de respect pour eux. Oui, parce qu'ils risquent de pleurer, d'insulter. Oui, comme ça, tu me laisses tomber. Dans ce cas-là, Afilou, il dit. Donc, même dans ce cas-là, eh bien, donc ça va manquer pour eux de respect, quelque part, de leur dire je ne veux pas venir, parce que la situation n'est pas assez, je ne pourrais pas la supporter, j'ai envie de faire un bon Shabbat avec ma femme, si je viens à la maison, ça va être encore des critiques, tu vas me descendre devant ma femme, j'ai peur de te manquer de respect. Dans ce cas-là, Bevada et Sheken. Alors écoutez la suite, parce que je n'ai pas fini. Vous voulez entendre la suite dans la halakha? Ça vous répondra à beaucoup de questions. Hein? Donc ils ont le droit de partir? Absolument. Ah, même s'ils vont causer... Même s'ils vont causer un désagrément aux parents, une forme de non-respect. Pourquoi? Parce que, comme la Torah demande de les respecter, quand tu as un père, par exemple, qui dit à table, le père, il est bourré, ou c'est un monsieur qui n'a pas travaillé ses midotes, et il est vraiment très maladroit, il n'est pas peine, il n'est rien, il est simplement jaloux, il est tout le temps critique tout le monde. Maintenant, tu es à table avec ton fils, et puis la femme est à côté, il y a les enfants, et le père, il dit, mais de toute façon, c'est un bon rien, mais comment tu as pu épouser un bidon pareil? Tu sais que sans moi, ce serait rien. Mais comment vous l'appelez papa? Mais vous savez qui il est, votre père? Il va descendre. Et maintenant, le fils, il est descendu devant le père. Il est touché psychologiquement. Ce fils, al-pi al-akha, tout à fait le droit de ne plus remettre les pieds chez son père. Il ne va pas lui manquer de respect. Aval, zeu, atkan. Et ça, c'est la halakha. Regardez. Avuvno shem bektatot bekas. Un fils qui se prend la tête avec son père. Ils sont en dispute. D'accord? Ou bekas. Maintenant, il y a de la colère entre eux. Kevan shem itkoteti mutav shelo yu yardav. C'est halakha. Ça veut dire que s'il y a maintenant des problèmes sérieux entre un fils et un père, tellement que le respect des parents est important, il est préférable que là où il y a le père, il n'y a pas le fils. Deux pères qui se rencontrent, que le fils, ayant grandi, le père commettant l'erreur de ne pas comprendre que son fils est devenu un homme, le considère encore comme un petit gamin parce que c'est le fils, eh bien, il va lui manquer de respect, puis on arriver à manquer de le Shulchan Aruch, en d'autres termes, on est dans l'Ilkut Yosef, nous dit ici, Mutav Shelo Yu Yardav, dans ce cas-là précis, il est préférable qu'ils ne soient pas ensemble. Et c'est valable pour une bar mitzvah et pour un mariage. Ou dans tous les cas, on se doit d'inviter le père et la mère, un pitom. Mais si on sait, comme par exemple, j'ai eu le cas récemment d'une question qui m'a été posée il y a 2 semaines. Il y a la bar mitzvah d'un enfant. Le père, selon les critères dits, je ne rentre pas dans les détails, est perverse narcissique. Il a fait énormément de mal à la famille, la femme est détruite, elle se fait suivre par plusieurs psychologues, d'une situation très dure. Maintenant, l'enfant, qui va faire ses 13 ans, ainsi que la famille, sont traumatisés si le père vient. L'enfant qui est bar mitzvah est traumatisé, la femme est traumatisée. Ils sont venus me voir au Beth Midrash en me posant la question, enfin ils m'ont appelé par téléphone exactement, ils sont venus me voir. Ils m'ont posé la question, est-ce qu'on est obligé de faire venir le père? Dans un cas pareil, étant donné qu'il y a Ogmat Nefesh, que l'enfant ne va pas être bien, et j'ai même posé une question par téléphone, maintenant je me rappelle, j'ai dit, mais s'il vient, qu'est-ce qui risque de se passer? Il m'a dit tout simplement une grande bagarre. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'inviter le père. C'est pas un manque de respect. Non.
C'est un manque, justement, c'est de la sagesse. Pourquoi? C'est pas qu'on veut pas t'inviter parce qu'on te met de côté, on t'a condamné, tu n'es plus vivant. C'est pas ça que ça veut dire. Chez M, mitkotetim mutav, chez lo yu yardav. Il est préférable qu'ils ne soient pas ensemble là où il est, qu'il n'y ait pas l'autre. Dans un cas pareil, de peur qu'il y ait de la haine, de peur qu'on dise quoi, un fils fera son père ou un père fera son fils, ou pire encore qu'il ne vienne à se maudire, et que toute la soirée du mariage ou du khatan tombe carrément à la poubelle. Dans un cas pareil, c'est très 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 délicat. Et là, kol echad yadur bemakom acher, et là, l'alakha est très clair. Kol echad yadur bemakom acher, il est préférable que même il s'éloigne, que chacun vive dans un autre endroit, loin de l'autre. Ça veut dire que, comme l'a fait Rav Yosef dans la Gemara, sachez-le, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yosef et sa mère s'appelait Kike Bleda Kifmetemesh. Plus blida au monde qu'elle. C'était une femme tellement insupportable. La Gemara nous donne un exemple. Un jour, Rav Yosef achète un très très beau un bijou, un collier à sa femme. Et sa femme sort dans la rue donc, pour faire des courses. Elle tombe sur sa belle-mère. La belle-mère voit le collier, fait un scandale à son fils. Pourquoi tu lui as acheté un collier et moi tu ne m'as pas acheté le même collier? Qu'est-ce que fait Rav Yosef? Respect des parents. Il va vite acheter un collier à sa mère. Le même identique. Ce qui ne plaît pas forcément à sa femme, mais elle est au-dessus de ce problème-là. La brioute, tu veux le même collier, ça te fait plaisir. Elle n'était pas comme cette personne, oui, je ne comprends pas pourquoi elle est jalouse de moi. Elle était au-dessus de ça, c'est la belle-mère, respect des parents, Azov, elle ne rentrait pas dans ce détail, c'était une grande femme. Le pire de l'histoire, c'est que cette femme-là, lui a dit, dis-moi, je ne comprends pas, toi, avec ta femme, à la maison, quand tu rentres, tu as de la compagnie, tu vis une histoire d'amour, tu as qui serrer dans tes bras. C'est ça le respect des parents, monsieur le grand rabbin Yosef. Elle utilise la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Maman, qu'est-ce que tu veux? Je veux un khatan. La femme, elle a peut-être 72 ans, 73 ans. Qu'est-ce que fait Rav Yosef? Il va voir dans sa yeshiva, est-ce qu'il peut trouver un cuisinier, une personne presque du même âge qui pourrait aller avec sa mère. Et il lui promet de maintenir financièrement la maison. Il lui trouve un khatan. Sa mère vient le voir le lendemain, lui dit, dis-moi, tu as vu ma tête? Tu m'amènes un homme de mon âge, je veux un jeune de 20 ans. Qu'est-ce que fait Rav Yosef d'après vous? Il va voir son Rav. Et son Rav lui dit, quitte la Babylonie et monte chez Rabbi Yochanan. Quitte, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que fait Rav Yosef? Il prend sa femme, il quitte la Babylonie, quitte le pays carrément, et il monte en Eretz Israël, Baruch Hashem. Le pire de l'histoire dans la Gemara, c'est que ça finit pas comme ça. C'est que la mère, quand elle se rend compte que son fils, il a pris toute sa famille, qu'il est parti en Eretz Israël, prend le bateau qui suit. Le temps qu'il arrive à Jérusalem, une fois qu'il a accosté à Haïfa, il arrive à Jérusalem, on lui envoie une missive que sa mère vient d'arriver, elle aussi maintenant à Haïfa, et il dit à Rabbi Yochanan, Maïma Chaim, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait tout ce que dit la halakha, j'arrive plus à respecter ma mère, elle me demande des choses que je ne peux pas faire, Anigvar le Edam ala Sot. Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan a fait un geste de la main, au moment où on a descendu la main, sa maman est décédée. Il a dit Atkan. Atkan. Pourquoi? Parce que l'étude de Rav Yosef allait faire dépendre beaucoup d'halachot du judaïsme, et étant donné qu'elle était metzikalo, Rabbi Yochanan a mis un terme à cette souffrance, malheureusement. Ça, c'est la Gemara. C'est là, je réponds. Oui, je réponds. Si les parents, par contre, sont de grands Rechaïm, qui ne font pas Shabbat, qui n'ont pas aucun respect pour la Torah et les mitzvot, il n'y a aucun problème pour eux de respecter leurs parents, même si ce sont de grands Rechaïm, tant que les enfants ne sont pas atteints psychologiquement par la pression insupportable de ces parents-là. Donc, manquer de respect, il n'y a que deux cas. Ou messite, on expliquait tout à l'heure, vous reviendrez sur le cours, qu'est-ce qu'un messite, ou deuxième cas de figure, si les parents font des pressions tellement, des harcèlements moraux, insupportables pour les enfants, au point que ça rend les enfants malades, ça leur retire leur tristesse, leur joie de vivre, qui se sentent constamment humiliés, remis en question. Dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit de manquer de respect, mais ils sont dans leur droit de ne pas les fréquenter, de s'éloigner et de ne pas aller chez eux. D'accord, mais là, tu parles d'enfants qui sont ou déjà mariés, ou déjà adultes, ou déjà... Mais quand on a des enfants qui sont jeunes de 9, 12 ans, et qui vivent dans cette ambiance... Alors à partir du moment où il y a un problème comme cela, c'est compliqué, parce que les enfants sont quand même ce qu'on appelle dépendants de Shulchan Avihem. Il faut parler aux parents, et si vraiment on voit que les enfants sont en danger nafshi, ce que je veux dire est très très dur, mais même si je suis un peu contre ce que je vais dire, mais s'il y a une notion de pikuach nefesh qui peut être le cas chez certains enfants, il faut prévenir les services sociaux. Dans un cas pareil, il faut même prévenir la police. Ce n'est pas la minim et la malchinim, mais pour cela, il est important de faire d'abord
un compte-rendu chez un Talmid Chacham, d'aller voir un Rav, ou un Dayan, plus exactement, de lui dire voilà ce qui se passe dans cette famille. Le Dayan va juger, parce que très souvent les enfants aussi manipulent, ils mentent. Aujourd'hui, tu as des gosses qui rentrent à la maison et disent aux parents, qui sont très gentils, tu me regardes, tu lèves la main sur moi, je t'appelle la police. Des enfants de 6 ans. Ron, en France, de donner une fessée à son fils, c'est passible d'amende, voire de prison. Donc on veut tout faire pour qu'on rate l'éducation de nos enfants, pas parce que c'est nous a de les frapper, mais c'est nous a de les éduquer. Si un enfant te manque de respect jusqu'à l'âge de 6 ans, tu as le droit de lui mettre une tape aux fesses. En tout cas, dans la Torah, ça a toujours été comme ça. Et regardez notre éducation à notre âge, combien sans Torah elle était beaucoup plus réussite que cette génération dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense que n'importe quel imbécile ou aveugle verrait dehors. On a vu savoir-vivre, on a vu du respect pour nos parents. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que c'est chacun sa chambre, chacun son ordinateur. Attention, tu me parles. Attention, tu me regardes. Attention, tu me dis quelque chose. On est dans une génération très difficile où l'éducation a du mal à trouver sa place. Je pense. C'est-à-dire, Bigla Sinatam la date, donc ça on l'a vu ensemble. Et c'est pareil par contre pour le grand frère, je suis avec cette halakha puisque je suis dans les halakhot. Si on a un grand frère qu'on se doit de respecter, qui est Racha, ou Bal Averot, En Chiyuv Lechabedo, si on a un grand frère qui est Racha et qui fait de graves péchés, dans ce cas-là, Alpi Halakha, on n'est pas obligé non plus, lui, de le respecter. Je vous écoute pour les questions qui s'en suivent, puisqu'apparemment il y a beaucoup de questions qui interviennent. Alors, justement, comment faire si on a manqué de respect avant de couper les ponts ? Alors, si on a manqué de respect aux parents avant de couper les ponts. Alors pour cela, il y a un rendez-vous très important qui s'appelle Kippour. Alors le problème, c'est que je connais moi des gens qui ont été dans cette situation et qui ont voulu demander pardon à leurs parents, et c'est important de le faire, même après leur mort, s'ils sont morts, d'aller avec 10 hommes leur demander pardon, parce qu'ils ont le joker du respect des parents, qui savent alors utiliser, mais alors des maîtres en la matière. Qu'est-ce qu'ils aiment utiliser le joker de honore ton père et ta mère. C'est extraordinaire, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le ciel, Dieu va leur sortir la même chose. Comment toi tu m'as honoré ? Comment toi tu as honoré tes parents ? Ce sont des grandes questions. Alors, le problème, c'est que moi, je me suis heurté à des gens qui m'ont dit, je voudrais demander pardon à mes parents, mais je suis tellement traumatisé par leur méchanceté, par leurs critiques, que rien que de les voir, j'y arrive pas. Alors, dans ce cas-là, tu peux utiliser une lettre, ou tu peux venir les voir, te préparer à l'avance, te préparer à l'avance, mais c'est un cercle vicieux. Parce que si tu viens les voir pour t'excuser, ça veut dire que tu reprends contact avec eux, et donc ils vont te dire, je te pardonne qu'à une condition. Tu reviens faire Shabbat à la maison, tu reviens à la maison. Alors c'est dommage, le mieux c'est d'être des parents normaux, qui connaissent leur place, de laisser vivre leurs enfants, surtout quand ils sont mariés, surtout leurs filles. C'est pas le même deal entre une femme et un homme, car quand on est marié, à partir du moment où on est marié, la femme a le devoir d'honorer son père et sa mère, mais ce qui passe avant les parents, c'est le mari. Le mari passe avant les parents. Donc on ne peut pas manquer de respect à ses parents, mais si les parents disent, par exemple, ma fille, tu fais Pessah à la maison, le mari dit non, c'est non. Donc dans cette génération, tu dis une chose pareille, c'est alors là, même pas en rêve, et tu vas voir ce que je vais lui faire. Ça mène au divorce. Enfin, laissez tomber, j'ai rien dit. Oubliez cette phrase. En tout cas, selon la Torah, si on a une kippa sur la tête, un kissouille et qu'on sait de quoi on parle, c'est comme ça que ça se passe. Bien entendu, si le mari de l'autre côté, il n'a pas d'animosité, c'est quelqu'un de normal, si c'est aussi un pervers narcissique, il va profiter de ma phrase pour vous dire, écoute, j'aime bien le Rav Tuitou, viens voir ce qu'il a dit. T'as vu ce que je te dis ? Quand je te dis quelque chose, tu fais. Je ne parle pas de ces malades mentaux, je vous parle de façon générale, ne tombez pas dans le piège. Al-pi alacha, une femme se doit de suivre son mari. Veyu le basar echad, yazov ish et tavi ve'etimo v'idabek be'ishto, veyu le basar echad. C'est ce que nous ordonne la Torah, et c'est une alacha. Mais si vous avez épousé un mari normal, un mari conventionnel, humain, juif, un vrai juif, avec une âme de juif, eh bien, lui-même va te dire, écoute, ça fait longtemps que on n'est pas parti voir tes parents, viens, on va les voir. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui comprend que les parents ont élevé une fille, qui comprend que ses propres parents ont besoin aussi de le voir. Couper la part en deux Shabbats à la maison, un Shabbat par mois à droite, un Shabbat par mois à gauche. Très important de faire au moins 2 Shabbats chez soi pour vivre sa vie privée, parce que pour construire les autres, il faut se construire soi-même. Voilà, tout simplement avoir du cœur et penser à tout le monde. Quand on est un bon juif, comme on l'a déjà dit, pour se construire, il faut savoir s'isoler, mais pour se réaliser, il faut vivre en société. Et des parents qui veulent, qui passent vraiment au-dessus de ce couple pour passer leur bien personnel. C'est-à-dire que ils vont tout faire, parce que eux ils ont un problème psychologique, les parents. Ok. D'accord ? Donc ils vont venir dans le couple, s'imposer ou exiger des choses ou essayer de se mêler dans la vie du couple. Ah, ok. À partir du moment où les parents se mêlent de la vie du couple, bien entendu. C'est un problème.
S'ils ont une pathologie, on n'est pas du tout tenu de les écouter, on ne leur manque pas de respect, il faut faire preuve de sagesse. Ok, très bien, tout ce que tu veux, mais vadaï, que si, par exemple, les parents veulent séparer le couple, ils veulent séparer le couple, d'accord? Mais ils veulent séparer le couple alors qu'il n'y a pas de raison. Ils veulent séparer le couple parce qu'eux, ils estiment que, ouais, ben moi, ma fille, je trouve que tu vaux mieux que lui, par exemple. Mais il n'y a pas de raison. La fille n'est pas en danger, elle est vraiment heureuse, elle n'est pas chevouilla, elle n'est pas prisonnière de son mari, ni moralement, ni pécuniairement, ni physiquement, ni par la peur. On parle ils sont heureux tels quels. Eux, ils sont heureux. Bien entendu, on parle d'un juif et non pas d'un non-juif, ce qui serait interdit, hein, bien sûr. Mais on parle de cette situation où Bémet, les parents se mêlent de ce qu'ils ne veulent pas se mêler. Dans ce cas-là, les enfants n'ont absolument pas le devoir ni le droit de les écouter. Ils n'ont même pas le droit de les écouter. Maintenant, si ce qu'ils demandent les parents, ça leur rend service et que le couple, ça ne les dérange pas, tant que c'est dans la Torah, il n'y a pas de problème. Ceci étant, quand je dis qu'une femme doit écouter son mari avant d'écouter ses propres parents, si le mari dit à sa femme envoyez-les balader, elle a le devoir de dire à son mari je ne peux pas le faire. Ah oui. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis des parents. Mais ce qu'il faut savoir avec toutes les pathologies, quand même, il faut retenir une petite pointe de sagesse dans cette histoire, c'est que même si malheureusement on a des parents qui sont pervers, narcissiques ou toute autre maladie, peu importe, les vraies victimes dans l'absolu, si on gratte un petit peu en psychologie, qu'on a l'esprit très clair, c'est eux-mêmes. Parce que, par exemple, les PN ne connaîtront jamais le bonheur. Ce sont d'éternels insatisfaits de tout, rien n'est jamais bien pour eux, personne n'est jamais bien pour eux. Ce sont des gens qui, en réalité, se sont enterrés vivants. Le seul drame, c'est qu'ils veulent t'enterrer avec eux dans leur monde. Et donc, dans ce cas-là, il faut prendre un peu de recul et se dire, bon, j'ai un père, malheureusement, ou une mère qui est malade. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prie pour qu'un miracle se fasse, que Dieu change leur cœur de pierre en cœur de chair, qu'ils aient un peu plus d'empathie, on essaie de parler, mais surtout prendre du recul. C'est-à-dire que si on sait psychologiquement qu'on a un père ou une mère qui a une pathologie, même, on va dire... non, pas simplement schizophrène. Trouble de la personne. Non. Perte de mémoire. J'ai des cas comme ça, quand les noms ne viennent pas, c'est un guénam à vivre. Alzheimer. Ah ben oui, il ne montait pas. Maintenant, c'est Alzheimer. Alors, tu as des cas de personnes qui sont Alzheimer, et qu'est-ce que ça provoque quand la personne est âgée et qu'elle a cette maladie-là? Comme elle ne sait pas qui tu es d'un coup, ou elle oublie ce qu'elle t'a demandé, et elle a une nervosité qui est très agressive. Merci. Merci, Candice. Donc, Alzheimer, exactement, eh bien, on peut pas avoir une approche normale avec ces gens-là. Donc, il faut se préparer psychologiquement. Il faut savoir qu'ils ont une maladie. Quand on a un père qui est PN, il ne changera pas. Une mère qui est PN, elle ne changera pas. Et donc, il faut veiller à ce que ces enfants, j'insiste beaucoup sur ça, je sais que je vais me mettre beaucoup d'émis sur le dos, mais vos enfants me sont plus importants que ceux qui m'aiment ou pas. Faudra faire très attention à vos enfants parce que les PN dans leur maladie vont monter les enfants souvent contre les propres parents s'ils sont vraiment PN. On parle de ne mettez pas des titres gratuitement parce qu'il n'a pas été correct ou parce qu'il a pensé à lui et pas à vous. Très souvent, on tombe dans le piège d'appeler tout le monde c'est un PN parce qu'il m'a fait du mal, c'est un PN parce qu'il n'a pas eu d'empathie pour moi ce jour-là. Faites attention à cela, ne faites pas d'amalgame. Mais ça existe. Et si vraiment la personne est un PN, alors dans ce cas-là, il faudra avoir une conduite très, très responsable vis-à-vis des enfants. On peut emmener les enfants, mais on ne les laisse pas seuls avec eux. Parce que la première des choses qu'ils vont faire, c'est un coup de poignard dans le dos, c'est monter les enfants contre vous, vous descendre vis-à-vis d'eux, et ainsi de suite. La bipolarité, pour en parler. Ouf. Il y a plein de questions à droite, je vais juste répondre, puisque le but c'était aussi une question-réponse, même s'il y a encore des questions. Non, mais c'est des questions de là que je te dis là. Ah, je prends, c'est les questions la bipolarité aussi, tu as? D'accord, je t'écoute. Non, vas-y. Alors, la bipolarité, ça n'a rien à voir avec ça. La bipolarité, c'est une réelle maladie, malheureusement une anomalie au niveau des neurones. C'est une maladie qui se dévoile à peu près entre 15 et 25 ans. C'est la tranche d'âge où, en général, on peut vraiment faire un diagnostic sur plusieurs années. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui m'a fait rire récemment, il y a 2 semaines, je crois. Elle a emmené une personne pour un diagnostic chez un psychiatre, et au premier rendez-vous, il a dit « il est bipolaire ». Alors j'ai rigolé, j'ai dit écoute, je ne sais pas chez qui tu es allé, mais ou tu n'as rien compris ou c'est un charlatan. Alors la personne a rappelé le psychiatre, il lui dit non, pas du tout, le médicament que je vous ai donné est bon pour la bipolarité, est bon pour la schizophrénie, c'est tout simplement un médicament qui gère l'humeur.
Elle me dit, ah non, non, il n'est pas bipolaire. Je dis, c'est impossible. La bipolarité ne se juge pas en un seul rendez-vous. C'est une thérapie très importante et qui peut durer très longtemps. Alors la bipolarité, vous le savez en 2 mots, je peux faire un cours sur la bipolarité, c'est tout simplement 2 phases qui existent sur la personne qui n'a rien à voir avec le lunatisme. C'est un trouble du comportement qui mène à une espèce d'euphorie, d'adrénaline qui monte tellement haut que la personne se trouve d'un coup invincible, pas besoin de dormir, pas besoin de manger des fois, peut danser du matin au soir, a besoin de rigoler fort, de s'exprimer. C'est fou, il va dépenser de l'argent qu'il n'a pas du tout, il va prendre des risques que jamais il n'aurait pris s'il n'avait pas eu cette maladie. Et comme il est monté très 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 haut, quand il passe dans l'autre phase, la phase de la destruction de lui-même, eh bien la chute est très violente chez lui puisqu'il est monté très haut, donc il s'écrase tellement violemment psychologiquement qu'il peut rester dans sa chambre pendant des semaines, voire des mois, même une année entière et plus. Ça dépendra de sa phase basse, qu'on appelle la phase grise, là où il pense à la mort. Il paraît très calme, il paraît très bien. Il doit faire d'ailleurs un suivi psychiatrique. C'est très important, prendre des médicaments de façon journalière et régulière et en marquant sur une espèce de tabla, c'est-à-dire il doit faire une mesure de son état d'âme chaque jour pour le présenter au psychiatre afin qu'on voit et qu'on mesure les doses de médicaments à prescrire pour cette pathologie, puisqu'on a besoin de produits chimiques pour compléter ces neurones défectueuses qui le mènent à ne pas contrôler en fin de compte ni ses pensées, ni ses pulsions et encore moins ses envies. Parce que tout est mélangé, c'est un énorme amalgame, ce qui fait que c'est très dangereux, car la bipolarité, on peut laisser une personne qui est très bien. Bon, chérie, je te laisse, il est à la maison, on a un mari par exemple bipolaire, et on part et on revient et on entend qu'un homme s'est jeté du 10e étage alors qu'on l'a laissé très bien. C'est un bipolaire qui est en face négative, on va dire ça comme ça, et qui a mis fin à sa jour parce que pour lui, il va en finir. Il est trop mal. La mort pour lui est un échappatoire. Il faut savoir qu'une grande partie, si vous voulez les pourcentages, je peux vous les donner plus ou moins, selon un sondage qui a été fait par un service des psychiatres mondiaux. Si vous voulez, 20% des suicidés sont des victimes de pervers narcissiques. 20%. Au moins 30 à 37% des personnes bipolaires sont des gens qui se suicident aussi. C'est-à-dire quand on a des suicidés, on parle vraiment d'un pourcentage plus important. Donc ça demande une hashgacha très importante et une vie très difficile pour ceux qui la vivent au quotidien. Ken ? La différence avec le PN, c'est que le bipolaire se soigne, peut se soigner. Alors justement, c'est une très bonne question. Pour l'instant, toutes les pathologies, comme la bipolarité, les schizophrènes, le borderline, ne se soignent pas. Ça ne se soigne pas. Quand on dit soigner, ça veut dire se guérir. Mais par contre, ça se stagne. Il y a des traitements qui vont stagner la situation. Quelqu'un qui est devenu bipolaire, il sera bipolaire jusqu'à la fin de sa vie. Seulement avec les traitements, s'il est sérieux, s'il veut vraiment s'en sortir, eh bien, il va stagner. Mais on ne sort pas de la bipolarité. On peut par exemple être très bien toute sa vie et très bien vivre avec un bipolaire qui veut vraiment s'en sortir, qui veut arrêter de rentrer dans ces situations où, comme a fait une chanteuse, je crois, américaine qui est bipolaire et qui d'un coup s'est rasé complètement la tête et voilà. Donc on ne contrôle pas ce qu'on fait, on n'en a rien à faire de tout le monde, on est au-dessus de tout le monde. Donc c'est quelque chose comme un schizophrène, c'est pareil. S'il prend ses médicaments, il n'aura pas ces troubles du comportement d'un coup qui deviennent extrêmement agressifs, et pire encore, s'il se soigne. Il faut savoir que cette pathologie peut mener très facilement un homme dans un hôpital psychiatrique pour être suivi sur place, parce qu'ils ont des phases qui sont extrêmement dangereuses, surtout dans le domaine professionnel, où ils peuvent vendre pour $1 leur société. S'ils sont patrons de société, par exemple, ils ont besoin d'être vraiment très, très encadrés dans leurs périodes les plus... Britney Spears, oui, c'est peut-être elle, j'en sais rien. En tout cas, je sais qu'on m'a dit qu'il y a une chanteuse qui s'était... Top, l'homme est chané. Qui est habilité à dire que quelqu'un est PN, bipolaire ? Qui est habilité ? Il y a plusieurs personnes qui pourront vous le dire. Alors, c'est sur le domaine professionnel, je pense que les psychologues sont beaucoup plus habilités que les psychiatres. Parce que les psychiatres sont plutôt dans le domaine médicamenteux, internat. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un psychiatre ? Il est là, c'est le professeur des doses médicamenteuses. Il s'y connaît très bien en psychologie, puisque le psychiatre est au-dessus du psychologue. Dans l'absolu, on parle vraiment de la psychologie. Un vrai psychologue qui s'y connaît très très bien en psychologie, et qui a étudié, bien entendu, cette maladie qui portait un nom qu'on appelait comment on appelle ça, les inassociables. Quelqu'un qui n'est pas associable, il y a un nom pour ça en français, c'est... Comment on appelle ça ? J'ai oublié. Si quelqu'un peut m'aider, quelqu'un qui n'est pas associable, il y a un nom pour ça. Quelqu'un peut m'aider ? Non ? Pas ? Top, on va trouver. C'est le nom qu'on donnait avant,
1986, où cette maladie a enfin eu un nom, les PN portaient un autre nom. Et on les appelait les inassociables, ceux qui ne sont pas capables de vivre en asocial. Non, il y a un nom. Non, c'est antisocial. Non, c'est mignon. Ça, je connaissais. Non, il y a un nom, il y a un terme. Laissez tomber, je retrouverai tout à l'heure. Associable, non. Inassociable, non. Laissez tomber. Sociopathe. Sociopathe, qui c'est qui l'a trouvé? Ayala. Bravo, Ayala, c'est un sociopathe. Absolument. Sociopathe, c'est tout. Le sociopathe, c'est tous les symptômes du PN. Et le sociopathe était le surnom qu'on donnait avant au PN. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup moins le nom sociopathe. Mais le sociopathe, c'est le nom du PN. Ça a toujours existé. On est en ce moment, on a changé de nom. On est passé du sociopathe au PN. Les personnes les plus habilitées à vous en parler sont les psychologues de très bon niveau. Il y a des psychologues qui ne connaissent pas vraiment, ils ne sont pas vraiment investis sur cette étude-là. Ils ont une généralité quand même importante, basée sur certains écrits de Freud et certaines autres philosophies et d'études médicales, c'est sûr. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas spécialement psychologues, mais qui pourront vous en parler clairement et vous éveiller très vite. Ce sont les victimes, tout simplement, de ces gens-là. Non, mais pour déceler psychopathe. Psychopathe, oui, vous avez raison, c'est proche, mais c'est plus proche l'autre nom. Un psychopathe, c'est marrant parce que le PN a des phases, a des comportements du psychopathe, mais ce n'est pas la même chose malgré tout. Par contre, l'autre, c'est vraiment le nom qu'on lui donnait avant, en tout cas dans mes études. En 1986-87, d'ailleurs, un médecin français a sorti justement manipulateur, pervers narcissique par rapport à cette maladie. Mais je ne veux pas rentrer en conflit, moi je ne suis pas ni psychiatre ni psychologue, je vous partage mes connaissances à travers le peu de ce que j'ai pu acquérir. Quoi qu'il advienne, ceux qui voudront vous en parler clairement, comme on dit en hébreu, je l'ai vécu sur ma chair, on dit en hébreu. Quelqu'un qui a été vraiment victime d'un pervers narcissique, il a un sixième sens qui a été développé, qui est très sensible à ce genre d'individus où il faut savoir qu'ils ont des signes quand ils rentrent, par exemple, tu veux les reconnaître, ils ont un visage qui est très plastifié, leur sourire est plastifié, ils sont hypocrites dans ce qu'ils font, ce sont des acteurs. Il y a une espèce de malaise dans l'atmosphère quand ils apparaissent, parce qu'ils ont toujours besoin d'être au centre de tout. Ils ont toujours besoin d'exister. Ils ont toujours besoin... je ne vais pas encore revenir sur le sujet de... Oui, tu as déjà fait j'ai déjà fait des cours sur le sujet, mais ce sont de grands acteurs qui ont toujours besoin d'avoir raison, qui ont toujours besoin de voir qui est le plus faible pour en faire son ami, après le détruire. C'est très spécial. Qui peut en parler? Des gens qui sont professionnels, des gens qui ont étudié à fond ce genre de choses. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important, puisque vous avez posé une question essentielle. Ceux qui pourront le plus vous aider dans ce domaine, ce sont des gens qui ont eu affaire ou eux-mêmes à des PN ou qui ont fréquenté beaucoup de victimes de PN. Alors eux vont complètement comprendre d'abord votre langage, parce que le pire du pire, c'est que ces personnages s'en sortent devant les juges, devant un tribunal rabbinique, avec votre propre famille. C'est horrible. Vos propres enfants, ils s'en sortent. Parce qu'ils savent dire les mots, ils savent transformer. Et comme ils sont mythos, ils te regardent droit dans les yeux. Vous savez, quand quelqu'un ment, ses yeux ne sont pas clairs. Ces gens-là te regardent droit dans les yeux et sont prêts à mettre la main sur le Sefer Torah qui disent la vérité. Ils jurent sur la tête de leurs enfants parce qu'ils n'ont absolument aucune empathie pour eux, aucun amour pour eux. Ce sont des choses qui sont très dures à entendre, mais qui sont de vraies vérités sur le terrain. Est-ce que des enfants qui ont un père ou une mère PN peuvent le devenir? Oui, absolument. Il y a en général le sondage qui a été fait, une expérience, un sondage qui a été fait, une expérience qui a été faite. En général, quand on a plusieurs enfants, il y en a toujours un qui ressort pervers narcissique. Ça veut dire qu'en général, c'est toujours le plus faible, le maillon faible des enfants, que le pervers narcissique va prendre pour lui. Et Dafka, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Il va lui donner tout l'amour, bien entendu comme un acteur. Il va lui donner tout l'amour pour acheter complètement son âme, sa confiance, et le rendre exactement comme lui. Et il va lui apprendre la première base du pervers narcissique, la critique. Apprends à critiquer. Non, avant la manipulation, c'est d'abord critique les autres. Critique. T'as vu comment il t'a dit, t'as vu comment il t'a parlé? Tu te rends compte que tu l'as rendu comme service, tu lui as prêté ton ballon, il ne veut pas te le donner. C'est ça un frère. Il va commencer à lui instaurer de la haine à travers la critique. Donc Moti Shamra, la Shonara, ça, on n'en parle même pas à son niveau à lui, mais ils vont se l'accaparer avec cela pour lui imposer les bases de la haine, tout simplement. En général, ils s'arrangent toujours pour en attraper au moins un. Est-ce qu'une mère
pervers narcissique peut être PN qu'avec un seul enfant s'il a plusieurs enfants? Non. Un PN, c'est un PN avec tout le monde. Il est PN avec son patron, il est PN avec ses ouvriers, il est PN avec ses frères et ses sœurs, il est PN avec tout le monde. La seule différence, c'est que les PN, le pervers narcissique, n'aime pas être découvert. C'est-à-dire, dès qu'il est découvert à travers ce qu'on appelle la vitrine et la boutique, au niveau imagé, c'est-à-dire la vitrine qui est très belle, au niveau social, c'est horrible parce qu'on a envie de dire, par exemple, si vous avez quelqu'un, un mari qui est pervers narcissique, ok, et ben dans la vie, on va dire à la femme, oh, tu as de la chance, il est génial ton mari. Parce qu'au niveau de la vitrine, il va venir avec vraiment tous les atouts nécessaires pour être le mec le plus génial ou la femme la plus géniale, la plus souriante, la plus belle, la plus extravagante, toujours prête à aider. Non, non, là, je débarrasse, non, je fais. Alors qu'en réalité, à l'intérieur, c'est exactement pas le contraire. C'est du vide total. C'est de l'absolument du vide total. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile parce qu'on a affaire à deux facettes, vraiment deux visages chez lui. Celui qui voudra toujours bien apparaître au sein des autres, donc il est PN, mais il va jouer l'acteur du mec génial. Mais dès qu'il va bien s'installer, par exemple dans le domaine professionnel, il va se faire très très copain avec un directeur de Marlaka, par exemple, d'une section Intel, très très copain, et il va aller voir le patron, et il va lui faire comprendre combien ce directeur est bidon. Ensuite, il va aller voir le directeur, il va faire combien le patron devrait lui dire merci toute la journée, car tout l'argent qu'il a, c'est grâce à lui. Il va créer des haines et des zizanies qui n'existaient pas avant pour régner et rendre service en disant, tu sais quoi, je vais lui parler, t'inquiète pas, je vais lui parler, t'inquiète pas, je vais essayer de remettre la paix entre vous. Il se fait passer pour un homme de shalom, pour un homme qui sait régler les problèmes, alors qu'en réalité, il ne fait rien d'autre que détruire et jouer l'acteur. Donc, c'est très difficile de dire est-ce qu'il est PN avec tout le monde? Oui, mais il ne joue pas les mêmes rôles avec tout le monde. Parce qu'il a peur, par exemple, ils sont très accros de l'argent, ils adorent le luxe, en général, ils sont très... en réalité, je pense que le mot qui leur rend le mieux, c'est du tout... Tu m'as vu. Comment on dit ça? Tu m'as tout vu. C'est le paraître. On va dire ça comme ça plus simplement. C'est tout simplement le paraître. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé depuis sa naissance jusqu'à sa mort parce qu'il a toute sa vie vécu dans le paraître. Tu peux les voir sur les réseaux sociaux, toujours en se montrant avec le maximum de photos, de je suis génial, j'écris des poèmes, moi je suis quelqu'un de pacifiste, j'adore l'amour, j'adore Aladdin sur son tapis volant, c'est que du paraître. Et toute leur vie, c'est de vivre à travers cet écran qu'ils vont montrer, alors qu'à l'intérieur, c'est rempli de fils électriques. On ne peut plus nuisible pour la santé, pour le moral et pour l'âme. Et m'as-tu vu? Merci pour cette aide, ça fait plus... C'est exactement ça. Mamache, tu m'as-tu vu? C'est exactement ça. C'est toute leur vie. C'est exister à travers le paraître. Est-ce qu'il y a des degrés de PN? C'est une question que je me pose depuis toutes les années que... Toi, tu sais combien j'étudie ce sujet-là et combien il m'est cher par rapport à mon travail. Pour faire des schlambaïtes, si tu n'es pas quelqu'un d'expert dans les maladies psychologiques, tu ne peux pas faire de schlambaïtes et je vous remets encore une fois de plus en garde. Je vous remets encore en garde. Si vous allez voir un rave pour un schlambaït, veillez bien à ce que ce rave ait des études psychologiques. Sinon, vous allez droit dans un mur. Parce que lui, son travail, c'est le shalom avant tout. Mais s'il n'est pas capable de déceler la racine du problème, le résultat des courses, c'est avoir construit un immeuble de schlambaït dans des sables mouvants. Ça ne tiendra pas. Il faut connaître les choses. Donc, pour répondre... C'était quoi la question, excuse-moi? Est-ce qu'il y a un degré? Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression... aujourd'hui que oui, il existe des degrés. Par exemple, il m'arrive de rencontrer des gens avec qui je m'entretiens et ils ont des symptômes du pervers narcissique. Mais ce ne sont pas des pervers narcissiques. Pourquoi, par exemple? Demande-moi pourquoi. Parce qu'ils savent se remettre en question. Donc, c'en est pas. Ah, tu vois, toi-même, tu réagis. Alors, donc, c'en est pas. Parce qu'un pervers n'est pas capable de se remettre en question. Mais tu tombes sur des gens, par exemple, qui vivent toute leur vie dans le déni. Et quand tu leur trouves par A plus B, d'un coup, ils savent te dire, oui, tu as raison. Par exemple, moi, quand des couples viennent me voir, je pose des questions. Est-ce qu'ils vous complimentent? Est-ce qu'ils sait se remettre en question? Est-ce qu'il sait vous demander pardon? Et des fois, tu entends des réponses, non, 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 non. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du jeu aussi de se remettre, de faire ça peut faire partie du jeu, mais tu sens que de toute façon, c'est faux. Parce que le pervers narcissique, dès qu'il sent qu'il perd sa victime, il revient comme un toutou, il va dire exactement, comme ils ont parfaitement analysé qui était leur victime, tous les mots qu'elle rêvait d'entendre, ils vont lui dire. Donc la personne qui a tellement trimé, morflé, souffert, elle ne va pas laisser tomber, peut-être qu'elle va gagner son combat. Donc elle revient donner une chance, et cette chance se retrouve une fois de plus. Une fois que la perverse a récupéré sa victime, eh bien elle va le malasquer encore plus
jusqu'à le détruire au point qu'il n'ait même plus la force de partir ou de croire en lui pour refaire sa vie. Et ainsi donc, il le finit gentiment, sûrement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand il part de ce monde, il a fait la capara de sa vie et c'est de sa descendance, à mon avis. Oui. Donc maintenant, il y a une question. Les enfants qui ont subi justement un parent pervers narcissique ou schizophrène ou avec des problèmes psychologiques, ils ont grandi, ils savent que la mère ou le père, ils ont un problème à ce niveau-là. Et maintenant, ils sentent que le père ou la mère qui a ce problème-là fait tchouva. Comment eux, ils doivent se comporter parce qu'il y a toujours ce doute. D'abord, avant tout, on ne peut pas dire du pervers narcissique, avec tout le respect que je vous dois à tous, autant que vous êtes, peut-être que mes opinions ne sont pas les vôtres et je les respecte, hein, chacun ses expériences, chacun ses études, mais je ne pense pas qu'un pervers narcissique puisse faire teshuva. Il va jouer au rôle du religieux, il va jouer au rôle du bon samaritain, mais moi, de ce que j'ai pu étudier, voir et constater, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur pour beaucoup de raisons, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de teshuva chez lui. Il y a du semblant, mais il ne fait pas de teshuva. Il ne fait pas de teshuva parce qu'il n'y croit pas. Quand il prie Dieu, s'il est religieux, c'est Baruch Ata Ani. C'est pas Baruch Ata Hashem, il est face à lui-même. Donc c'est un petit peu difficile de dire est-ce qu'il ferait teshuva, mais en tout cas, si c'est une autre maladie, que la personne fait teshuva, qu'il soit pervers narcissique ou pas, si vous avez grandi, Kol Me'et Hashem, si vous avez ces parents-là, c'est Me'et Hashem, vous avez fait un tikkun qui était très difficile, il faut avoir juste tourné la page. Et comme le disent tous les plus grands psychologues avec qui moi je me suis entretenu, d'ailleurs vous en avez un que je sollicite beaucoup, que j'aime particulièrement, c'est le thérapeute Albert Elkrieff, qui est un spécialiste à Sarcelles, vraiment, je ne vais pas lui faire une pub spéciale, mais il connaît mon amitié pour lui, et qui est un excellent thérapeute dans ce domaine, qui connaît très bien, par contre, lui c'est son métier, il est diplômé, en ce sens, il connaît très bien la maladie des PN, il connaît très bien la schizophrénie, il connaît très bien toutes ces maladies-là, et donc il est impératif d'aller voir des gens comme eux, et il est Yireh Shamayim en plus. Baruch Hashem, c'est un homme pieux, c'est un homme qui respecte la Torah et les mitzvot, qui étudie la Torah, donc c'est très important, parce que vous pouvez aller voir un psychologue pour des problèmes de couple, comme ça s'est passé à Tel Aviv ici même, où un couple m'a raconté qu'ils ont des problèmes de Shambaït, ils sont partis voir justement ce Yoetz Zugi, c'est-à-dire conseiller des couples, et la seule chose qu'il a trouvé d'intelligent à dire à la femme, lui-même étant non religieux, c'est tromper votre mari et vous le rendrez ainsi donc jaloux. Hashem Ishmor Virachem de donner de tels conseils. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'il existe des degrés en arrière du PN? Je pense que oui, il y a certainement des degrés, certainement, mais je n'en suis pas sûr. Pour dire des enfants, est-ce que si les parents ont fait tchouva ou ainsi de suite, ou même que votre père ou mère est resté PN, si vous avez grandi, vous avez la maturité, vous êtes assez solide psychologiquement, alors n'ayez pas peur d'affronter, sauf si vous prenez à cœur. Si vous prenez à cœur, vous serez faible, vous retomberez, vous serez détruit. Si vous ne prenez pas à cœur, vous savez à qui vous avez affaire, vous vous préparez avant de rentrer, avant de taper, vous respirez 3 fois, et dès que ça commence, les animosités, les mots, les critiques, et toi, tu es, vous faites juste un clin d'œil à l'autre, en disant, Tov, décidément, Baruch Hashem, il y a toujours cette bonne ambiance à la maison, sans critiquer, rien de plus, et si vraiment c'est bien supportable, je m'excuse, il faut absolument que je parte, j'avais complètement oublié que j'ai laissé, on a le droit de pas mentir, mais d'être racham, de tourner un peu la réalité, pour ne pas blesser ses parents, mais on a aussi le devoir de partir, parce qu'on a été détruit. On n'a pas le droit, comme on l'a lu dans Shulchan Aruch, je vous l'ai lu noir sur blanc, si on est touché psychologiquement par la conduite de nos parents, on a tout à fait le droit de s'éloigner et de lever le pied. D'autres questions ou je peux aller me doucher? Oui. Est-ce que des gens qui sont constamment tristes, qui veulent retirer la joie et qui condamnent, et qui accusent à longueur de journée sont des PN? Pas forcément. Alors c'est une très bonne question. Est-ce que les gens qui sont tristes, qui empêchent les autres d'être heureux ou je ne sais pas qui, pas quoi, c'est pas du tout forcément des PN. Ce sont tout simplement des gens qui ont peut-être un mal de vivre. Il y a des gens, vous savez, je vous racontais une anecdote. J'étais un jour à un rendez-vous de Shlom Bayit avec une personne, et puis je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Okay, et donc j'ai demandé à la femme, je voudrais vous parler de côté 2 secondes, et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans votre jeunesse? Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mal de vivre chez vous. Et elle m'a annoncé une chose terrible, qu'elle n'a jamais dit à personne, c'est qu'elle a subi des abus sexuels quand elle était jeune, elle n'en a jamais parlé. Résultat des courses, elle traîne cette douleur, parce qu'elle ne l'a jamais vomi, ni exprimé, ni... Alors on peut tout à fait avoir des gens qui sont tristes, qui sont
malheureux, qui sont pas bien, parce qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec les PN. Seulement, ils ont un mal de vivre, et c'est aussi un problème. C'est ce qu'on appelle en hébreu marash rora, c'est-à-dire l'amertume noire à l'intérieur, parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été soignés. Il ne faut pas rendre tout le monde PN. Les PN appartiennent à des caractéristiques bien précises, et s'ils les remplissent tous, alors oui, c'est un PN, mais s'ils ont une partie d'entre elles, ce n'est pas forcément un PN. Comme je l'ai dit dans un cours, on peut être un très grand manipulateur et pas forcément un PN. On peut être quelqu'un de narcissique et pas forcément un PN, et on peut être quelqu'un de perverse et pas forcément narcissique et encore moins manipulateur. Ce sont trois choses qui peuvent se différencier. Donc il faut faire attention justement à ce genre de choses. C'est pas parce qu'une maison est triste que il y a des gens qui portent leur remède. Ils font pas de mal aux autres, mais ils sont remèdes. Rien n'est jamais bien. Mais c'est pas des PN. Ce sont simplement des gens qui ont un mal de vivre et qui devraient. Comment on appelle ça en arabe algérien? On appelle ça. Non, mchen, c'est en tunisien. Je crois qu'on appelle ça en algérien des gemgem. Gemgem en tunisien, en algérien, en mchen. Alors maintenant, comment on peut déceler, c'est Ayala qui te pose la question, un PN dans un chidour? C'est très compliqué. Alors là, c'est une question, Ayala, très dure. Parce que quand vient le PN, il ne vient qu'avec la vitrine. Tant qu'il n'a pas mis la bague au doigt, on a affaire à la vitrine. Tant que vous n'êtes pas encore attaché à lui par une loi qui va vous embarrasser par la suite, mchen, ouais, c'est grognon, ça c'est en français. Juste pour finir, c'est pratiquement impossible parce que les PN passent sous le radar de toutes les analyses. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui m'a raconté qu'elle a fait un shidduch avec un PN dont elle est divorcée. Il lui a fait même croire que ses parents étaient morts, alors que ses parents vivaient 2 rues plus loin. Ils étaient complètement vivants. Il les a pas invités au mariage. Il a menti sur toute la situation. C'est ce qu'on appelle des relations toxiques. Tout à fait, en psychologie, ça s'appelle exactement comme ça, des relations toxiques avec le PN. C'est toxique, c'est-à-dire que ça étouffe, ça tue. Et c'est pratiquement impossible de les déceler. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu son temps quand on a quelqu'un qui est trop... Il faut prendre des renseignements d'abord. Je vais vous dire quelque chose que les gens n'osent pas faire. Ils commettent une erreur. C'est qu'ils écoutent qu'un seul son de cloche. Quand une personne est divorcée, vous le rencontrez, par exemple. Ouais, ma femme, elle m'a fait ça, ma femme, elle m'a fait ça, ma femme, elle m'a fait ça. Oh, si tu te maries avec lui, tu es en droit de prendre le téléphone et d'appeler et de dire « Madame, pourquoi vous avez divorcé ?» Écoutez les deux sons de cloche. On parle de mariage. Maintenant, si l'autre est un PN, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez entendre. Après, Bezrat Hashem, il faudra vous renseigner et beaucoup prier le Créateur du monde de vous sortir des griffes d'un manipulateur pervers narcissique. Ceci étant, moi, je vais vous donner un conseil. Quand vous voyez une personne dans un shidour qui en fait trop, méfiez-vous. Parce que les pervers narcissiques sont des acteurs, mais ce ne sont pas des gens qui vivent leur rôle. Ce sont des acteurs. Et donc, pour vous plaire, ils vont en faire beaucoup trop. Et comme le dit le Rambam, quand c'est trop, c'est exagéré, c'est nuisible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es trop parfait, tu joues trop le parfait. Un truc qui n'est pas... Deuxième chose, combien tu as d'amis? Les pervers narcissiques, en général, n'ont pas d'amis. Parce qu'un ami, c'est celui qui te connaît bien. Et quand tu connais bien un pervers narcissique, tu t'en éloignes. Donc tous ces points, au niveau social, au niveau professionnel, sont des gens qui sont très instables, qui trompent souvent. Il faut vérifier leur dire. Ils sont très souvent mythos, ils inventent beaucoup de choses. Donc quand on fait un shidour, et que quelqu'un vous vend une tonne de choses sur ce qu'il est, n'hésitez surtout pas à vérifier tout ce qu'il vous a dit. Parce que le couple, comme vous l'avez compris, a pour base la confiance. Et eux vont jouer le parfait pour la complicité, la confiance. Toi et moi, c'est déjà un sur une étoile ou sur un oreiller. Patati patata, le beau charme qui t'emmène vers j'y crois pour te faire tomber dans les abîmes dans lesquels, malheureusement, il devient très difficile ensuite de s'en sortir. Mais ça passe sous les radars, sache-le, Ayala. C'est très dur de détecter avant un mariage qui est vraiment la personne parce qu'on n'a affaire qu'à la vitrine. On n'est pas rentré dans la boutique. La vraie personne, vous savez, dans les couples, j'entends souvent, il a changé. Non, il n'a pas changé. Il est vraiment ce qu'il est maintenant. Avant le mariage, c'était la vitrine. Mais ça, c'est pour tout le monde. Donc, c'est compliqué. Doit-on retarder un mariage pour le bien-être psychologique des parents? C'est-à-dire en quoi ce serait un problème pour les parents psychologiques que leurs enfants se marient? C'est un jour de joie. Est-ce qu'on doit retarder le mariage si, par exemple, elle est en phase de traitement, la mère ou... Je pense que... Qui passe en premier, les parents ou les futurs mariés? Les mariés. Je pense que... ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. S'il s'agit, elle finit un traitement dans 2 jours, 3 jours, et que la date a été prise, c'est ch'touillotte. Maintenant, s'il est en traitement et qu'ils doivent se marier, alors quoi? Imaginons que, excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est peut-être pas poli, mais
Un homme, c'est un homme. Je peux dire un chat, c'est un chat. Mais l'homme, déjà, il attend. Il est Shomer Negia dans son cas à lui. Parce que s'il n'est pas Shomer Negia, il n'y a pas de problème pour lui, puisqu'il vit sa vie de mariage avant de se marier. Mais la personne est Shomer Negia, d'accord? Et pour lui, c'est très difficile. Si l'on vient à fauter parce qu'ils attendent la mère, ça s'appelle construire une mitzvah sur le dos d'une avéra. Comme j'ai dit récemment, j'ai fait un mariage où les parents sont en France coincés à cause du fait qu'il n'y ait pas de billet d'avion. Pendant la cérémonie, sous la choupa, je me suis retourné vers le Zoom et j'ai béni les parents en France en leur disant « Vous êtes des parents exceptionnels, je ne vous connais pas, je n'ai pas besoin de vous connaître. » Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à leurs enfants « Ne nous attendez pas, vous n'avez pas gâché votre bonheur pour nous. » C'est ça aimer l'autre, c'est penser à l'autre. Donc s'il s'agit d'un traitement de courte durée, je veux bien, mais s'il s'agit d'un pitom, un d'avoir casé. Mariage avant tout. Je voudrais répondre à cette question à la Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia, il dit « Si Chaz V'Shalom, on perd ses parents et que notre enfant se marie, pendant l'année où tu as perdu tes parents, tu vas au mariage, tu danses avec ton enfant. Ça veut dire quoi? Le deuil s'annule pour une journée? Oui. Pourquoi? Mais ça m'attire de venir. Parce que si on a perdu quelqu'un et que nos enfants se marient, qu'ils amènent des enfants, ça rapproche la Géoula, donc résurrection des morts. Donc même le mort profite de cette joie du jour du mariage. Le mariage est la mitzvah la plus essentielle du judaïsme, puisque toute notre Torah repose sur les mishperotam, les vetavotam. Donc, encore une fois, cette question-là demande beaucoup de précision. De quoi est-ce que l'on parle? De quel traitement est-ce qu'on parle? Je pense que Kol Mikre les Goufo. C'est-à-dire qu'il faut voir de quoi est-ce qu'on parle réellement et non pas une généralité. Ok? C'est où? Non. Non, pas encore. Parce que, comment expliquez-vous un parent qui fait du bien aux autres sans intérêt, mais quand il s'agit de ses propres enfants, il demande de lui faire avec des conditions? Ok, alors la question est, sur le domaine des séments, c'est vraiment un cours sur la psychologie ce soir. Comment se fait-il qu'on peut trouver des parents qui n'aient pas de problème à faire tout ce qu'il faut pour les étrangers, en d'autres termes, mais pour leurs propres enfants, tout doit se mériter? Ça vient en général. Je dis bien en général, parce qu'encore une fois, il faut parler de qui sont les enfants. Peut-être que les enfants, toute leur vie, ont été tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes. Mais d'autre côté, si tout est bien dans la famille, ça peut venir du fait que leur éducation a été faite comme cela. Par exemple, on entend souvent la phrase « ouais, tu te débrouilles, hein, moi mes parents ne m'ont jamais aidé ». Donc, ils retransmettent une éducation falsifiée, une éducation trompée, une éducation ratée sur le dos de leurs enfants. Et ainsi donc, il y a une transmission, qui est d'ailleurs une transmission des pays arabes, comme on l'a vécu les Tunisiens, les Marocains, qui ont un peu ce côté dur. Des fois, les anciens, je te parle, moi mon père ne m'a jamais aidé, tu te débrouilles. Papa, si tu as de l'argent, aide-moi, je voudrais faire une affaire. Donc, tu vas plus t'arranger avec un étranger des fois que ton propre père. C'est difficile. À Balkei Caron, ça vient, si tu veux une réponse claire, ça vient essentiellement de la transmission ou de l'ingratitude aussi des enfants. Parce que les enfants commettent très souvent l'erreur de confondre entre de l'argent prêté des parents et de l'argent donné des parents. Et quand tu as un fils qui s'emprunte de l'argent à son père, et que son père lui dit « mon fils, quand est-ce que tu me rembourses l'argent que je t'ai donné ?» et que tu as le fils qui te jette en pleine tête, comme c'est déjà arrivé. « Oh, ça va, tu me saoules, tu vas pas prendre avec toi dans la tombe, papa. Ça va, je suis ton fils. » Il a juste oublié qu'il est venu « Papa, tu peux me prêter ?» Alors, quand un père est blessé par ce genre de phrase, qui lui parle en plus de Satan, qui ne va pas prendre cet argent dans la tombe, il faut savoir que le fils, il est indigne de voleur dans ce cas-là, d'ingrat. Il a manqué de respect à son père. Il a presque frôlé la malédiction avec son père. Et donc le père, il a dit, j'ai compris. Moi, tu vois, les autres, quand je leur donne quelque chose, ils ont de la reconnaissance, ils me disent merci, ils m'honorent pour ce que je fais. Mais toi, c'est tout indu. Donc, ça dépend de quel est le comportement des enfants et quelle est l'éducation qu'ont reçu les parents. C'est très difficile de répondre à ce genre de choses parce qu'il y a tellement de cas différents qu'on ne peut pas donner une recette pour tous. Doit-on préserver, persévérer à sauver son mariage avec un PN ou bien divorcer, et à quel moment peut-on divorcer? C'est une question à laquelle seul celui qui le vit, tant que tu peux tenir avec un PN, tiens, c'est tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, les années vont passer. Est-ce que le PN va changer? Réponse non. Je vous le dis non. Et si quelqu'un vous dit le contraire, qu'il vienne m'appeler, je vous donne mon numéro de téléphone et je voudrais en parler avec lui, qui me montre comment il a fait, s'il s'agit vraiment d'un PN. Pour l'instant, j'ai une personne qui m'a dit qu'il pouvait y arriver, deux personnes, dont un qui est psychologue. Il m'a rappelé un mois plus tard pour me dire que c'est un échec total. Donc pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver des PN. Dans mon livre, j'appelle ça « à fuir ou à subir ». Donc dans le livre des Mazalot, je parle là-bas une section du PN. Tant que tu peux tenir, tiens, si tu restes pour tes enfants et pour les protéger de leur père ou de leur mère, alors tant mieux pour toi, mais il faut un sacrifice énorme. Et maintenant, à partir du moment où on sait qu'avec un PN, eh bien, si tu es très sage et très puissant dans la Torah, une émouna de feu, et un kol de tova, c'est ton lot, c'est ce que Dieu t'a donné, alors, bevakasha. Mais si tu en deviens malade, moi je connais des gens qui ont attrapé même des maladies graves
d'anxiété, de rasra, de perte de confiance en eux. Ça dépend, non, ça dépend pas du degré du PN. Ça dépend aussi de la fragilité des gens. Parce qu'il faut savoir que les PN ne s'attaquent pas au fort. Un PN ne va jamais s'attaquer à une personne qui est très forte de caractère, qui a beaucoup de charisme. Il va s'en prendre à une personne qui vient de perdre quelqu'un d'autre, par exemple, ou une personne qui est gentille. C'est un peu comme les lionnes, quand elles vont se chasser, elles regardent l'animal un peu blessé. Elles regardent les gens qui ont besoin d'amour, elles regardent les gens qui ont besoin d'être compris. Et elles vont jouer ce rôle du psychologue avec lui, pour en fin de compte les détruire par la suite et les descendre encore plus profond que ce qu'ils n'étaient avant de les avoir rencontrés. Est-ce qu'un PN peut avoir des bonnes midotes? Mais on ne sait pas que c'est un PN, parce qu'il a quand même des bonnes midotes. Mais c'est quand même quelqu'un qui rabaisse, s'il rabaisse les autres et qu'il fait du mal et que tout est hypocrite, il ne peut pas avoir de bonnes midotes. Il peut jouer au religieux, il peut jouer à la personne qui est, par exemple, un PN qui a de bonnes midotes dans l'absolu. C'est une personne qui va... Je vous donne un exemple concret. D'accord? Il sait que ça commence à prendre une mauvaise tournure dans son couple. Qu'est-ce que va faire le PN? Il va lui acheter un cadeau. Le cadeau qui a été acheté, ce n'est pas pour faire plaisir à sa femme. C'est pour s'en servir in vitam aeternam en disant pourquoi tu dis ça? Je t'ai pas offert un cadeau, je t'ai pas offert un cadeau, je t'ai pas offert un cadeau. C'est quand on appelle des mokshim, ça les bombes qu'on mettait sous terre avant, les mokshim, comment on dit ça? Non, les mines. Ils vont poser des mines stratégiques pour pouvoir, comment dire, faire sauter la personne. Vous allez me dire quoi? Alors un PN c'est 100% mauvais? Réponse, non, peut-être pas 100% mauvais. Pour moi, oui, dans l'absolu. Mais ça dépendra peut-être de son degré de PN. Mais quoi qu'il advienne, oui, on peut avoir un PN qui peut, je pense, avoir une politique de vie du correct. Je suis correct, t'es correct. Mais ça n'empêche pas, à côté de ce côté correct, de cacher un côté Hitler à l'intérieur de lui. C'est malheureux à dire, mais c'est ce que disaient les Chachamim. On a tous un côté Amalek en nous. C'est ce que dit le Zohar Kadosh à propos d'Amalek, qu'on va lire la Megillah, taper sur Aman. Il y a un peu de Aman en nous. Et il y a du Moshe Rabbeinu en nous. Il y a du Mordechai en nous. Donc c'est à nous, Bezrat Hashem, de mettre en laisse le mauvais côté du côté gauche, dit la Gemara dans Brachot, et dévoiler le côté bien. Donc je pense que oui, par politique de vie, on peut trouver un PN qui peut avoir de bonnes midotes dans le collectif. C'est pour eux que ça veut dire quoi? Tu fais ce que je te dis et tout ira bien. Ben, c'est correct, mais c'est pas correct. Non, ça peut être des bonnes midotes dans le genre... Quel genre? Ouais, une période où elle est gentille, quoi. Ouais, t'es agréable, souriant. Moi, ce que je sais de ce que j'ai étudié du PN, c'est que tout est un rôle. Si la mère est en phase de licenciement et elle menace de ne pas venir au mariage de son fils, est-ce que les futurs mariés ont-ils le droit de se marier? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils ont le droit de se marier. Les parents n'ont pas le droit d'interdire un mariage s'il n'y a pas de raison valable d'interdire ce mariage. C'est-à-dire, si le khatan et la kala, c'est une halakha, ce que je vous dis. Je suis moi-même parent, donc je suis concerné par le sujet en tant que père. Mais si les parents s'opposent à un mariage ou exigent que les enfants ne se marient pas, que les enfants veulent se marier, et qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire il n'y a pas de défaut chez la kala et chez le khatan qui demanderait un arrêt. Ça veut dire dans le cas où on devrait dire non, ça va maintenant, comme ça s'est passé pour Rabbi Akiva, quand il s'est marié avec Rachel bat Kalba Savoie, son père lui a interdit de se marier avec Rachel, avec Rabbi Akiva, et il lui a dit je ne viendrai pas au mariage. Et il n'est pas venu au mariage. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait Rachel? Elle a dit qu'est-ce que tu as trouvé chez lui? C'est un garçon qui est bon, qui a de bonnes méthodes, oui, mais il n'est pas assez racham en Torah, il n'est pas assez ceci, il n'a pas d'argent pour t'assumer, il n'a pas. Elle a pris sa décision et elle a tout à fait le droit de se marier. S'il n'y a pas de raisons qui sont valables, puisque c'est comme ça, je ne viens pas au mariage. La seule personne que tu punis dans l'absolu, c'est toi-même, parce que tu rates le mariage de tes enfants. Chaval. Oui, mais c'est peut-être une forme de menace pour embêter les enfants. Je ne sais pas si c'est une question de menace. Peut-être que ça vient d'une bonne kavana en disant j'ai les boules de venir participer à un mariage où je ne peux pas participer financièrement, ou peut-être que je ne peux pas venir, je suis gêné, j'ai peut-être pas de quoi m'acheter une robe aussi. Je ne connais pas la raison de la maman dans un cas pareil. Mais ou alors, ça peut être aussi un problème psychologique. Mais al-pi alacha, d'abord je vous conseillerais d'aller voir un chacham, de lui expliquer clairement les choses, qu'il appelle la mère pour comprendre le son de cloche de la maman. Et là, il te dira si oui ou non. Mais de façon générale, si les enfants veulent se marier, ils ont besoin de se marier, de peur qu'ils en viennent à se toucher ou fauter, pire encore, ou que le mari fasse, le fiancé fasse zera levatala parce qu'il ne peut plus tenir, bevada qu'on n'attend pas pour un mariage. Il n'est pas bon de repousser un mariage. On a d'ailleurs fait un cours avec le Rav Gobert récemment. Il n'est pas bon de repousser une date de mariage, sauf si, bien entendu, on a besoin de son père et sa mère. Les parents disent écoutez, il y a bientôt des avions qui sont libérés. On a eu la date des avions. Attendez-nous. Dans ce cas-là, si c'est jouable, bevadaï que ce serait mieux d'avoir la famille chez Nehemar, Inematov ou Manaïm, chez Betachim Gam Yachad.
Est-ce qu'un parent PN peut bloquer le mazal d'un couple, d'un enfant marié? Ce n'est pas le père PN qui peut bloquer le mazal, c'est les malédictions des parents qui peuvent poser le mazal, qu'ils soient PN ou pas. La bracha des parents est très significative dans le ciel et la malédiction des parents est très significative dans le ciel. Quand on a des parents qui sont bêtes au point de maudire leurs enfants, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en maudissant les enfants, s'il n'y a pas de date d'avion. Alors justement, je voudrais juste finir avec Noémie, s'il n'y a pas de date d'avion, pour moi personnellement, je parlerai aux parents en disant ne punissez pas vos enfants. Il y a le Zoom, on est en période de pandémie mondiale, il y a un effondrement boursier qui s'annonce dans les prochains mois. On est dans une période où on ne sait pas, alors dans ce cas-là, et s'il n'y a pas d'avion plus tard, vous savez que les informations françaises annoncent qu'ils vont fermer encore plus les restrictions du Covid-19. Alors, ils ne se marieront jamais. Alors, et quoi? On ne fait pas un mariage pour la famille, on fait un mariage pour créer sa propre famille. Ne l'oubliez pas, quand on vient, et sa mère, khatan de kala, c'est pas nous qui venons donner de la simcha aux parents, c'est les parents qui nous donnent de la simcha. Ne l'oubliez pas, n'inversons pas les rôles. Donc quand on n'a pas de billets d'avion, et c'est pas quand ça vient, que le khatan et la kala, ensemble, n'en peuvent plus, veulent créer leur foyer, enfin moi, personnellement, en tant que père, je redis à mon fils, Baba, tu te maries, et toi d'Araba. J'ai plein de couples que je devais marier, plein. Et ils sont partis se marier en France, avant que ce soit pas possible. Et ils m'ont dit, Rav Tito, on a les boules, que vous ne mariez pas, on aurait voulu que ce soit vous. Mais ma putain, mais qu'est-ce qu'on parlait comme bêtise? Allez vous marier, c'est le Icar. Allez vous marier. Alors, je ne suis pas le père, c'est sûr, c'est pas la même comparaison. Mais c'est pareil pour les parents. Moi, si mon fils, il vit en France, il me dit, papa, je veux me marier, mais ne m'attends surtout pas. Fais-moi un fils, fais-moi un petit-fils, c'est plus important. Alors, les photos, c'est mondial, c'est pas pour moi. Il y a un problème mondial aujourd'hui. C'est compliqué. Alors quoi, nos enfants ne se marient pas. Déjà qu'il y a 20 personnes dans les mariages. En plus, on ne peut même pas se marier. Azmaïe. Bezrat Hashem, je pense que c'est une question de considération. Il faut mettre ses égos de côté, ses principes de côté, et cette bêtise de comprendre que la quantité du cœur passe avant la qualité des moyens. Quand on ne peut pas, c'est un cas de force majeure. Et aujourd'hui, dans une situation où on ne peut pas, c'est pour ça que moi, personnellement, si je vois que les parents disent « Ah non, moi, c'est hors de question », eh ben, ils ont qu'à se marier l'an prochain, quand il n'y aura plus de la pandémie. Ce sont des parents que je considère, moi, personnellement, sans les juger, qui, ça leur plaise ou pas, égoïstes, qui n'ont rien compris aux valeurs de la Torah, et encore moins aux besoins du couple. Le couple, ils vivent en Israël, par exemple, ils ont besoin de s'aimer, ou ils vivent en France, ils ont besoin de s'aimer, ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de créer leur famille, elle a envie de tomber enceinte, elle a envie de créer son foyer. Ne sois pas, toi, l'obstacle à leur bonheur. À moins que tu vis ton bonheur à travers eux. Enfin, je sais pas, il y a une embrouille. Au niveau de l'esprit, il y a un truc qui ne va pas pour moi, même si je comprends très bien qu'un mariage sans les parents, c'est comme un jardin qui manque de fleurs. C'est sûr, ça aurait été génial que les parents soient là. Soyons pas bêtes, je n'ai pas dit le contraire. Mais s'il n'y a pas le choix. Pendant la Shoah, il y avait le Khatan dans la forêt, la Kala, 2 témoins et un rabbin. Il n'y avait personne. Les familles venaient d'être emportées dans les camps de concentration. Et nos arrière-grands-parents se mariaient dans des conditions horribles, horribles. Mais ils avaient compris une chose, c'est qu'avant nous, il y a une joie qu'on doit donner à Dieu. Mais Sameach Tzion Bevanea. Le jour du mariage, c'est un jour où la Shrina descend bénir le couple. La Shrina est heureuse quand elle voit ses enfants se marier, à un tel point que cette mitzvah, Dieu ne l'a donnée à personne. Hachem mais avec Zivugim, c'est Dieu qui fait les couples. C'est Dieu qui nous unit. C'est Dieu qui nous apporte l'un vers l'autre. La reine, mettons-nous de côté quand il y a une impossibilité pour laisser le bonheur de nos enfants, si on les aime vraiment, se concrétiser. Alors, 2 dernières questions. Ah, je suis content. Non, il y en a d'autres, mais c'est... Bah oui, tu m'avais dit que c'était 1 heure. Tu es devenue tunisienne, algérienne. Des parents qui s'introduisent chez toi et qui s'autorisent à se comporter comme elle veut sous prétexte que tu es sa fille. Sous prétexte qu'elle est la mère de la... Dans ce cas-là, alors c'est une excellente question, très dure. Pour vivre chez toi, qui s'imposent. Des parents qui s'imposent chez leurs enfants, alors qu'il y a un mari ou qu'il y a la femme, sont des parents qui ont besoin d'être d'abord éduqués, il faut le savoir. Comme le dit la Gemara, si tu veux être apprécié chez ta famille ou chez tes amis, lève le pied. C'est la première des règles, ne viens jamais t'imposer, ne viens jamais. Par exemple, moi, ma femme peut vous le dire, quand je vais voir mon fils qui vit à Eilat, où est-ce qu'on va ? À l'hôtel. Hein, sachez-le, moi-même, donc qui vous parle, je vis ce que je vous dis. Quand je vais chez mes enfants, je vais à l'hôtel. Pourquoi ? Je ne veux pas les déranger. C'est ma première base.
je ne veux pas les déranger. Je prends un hôtel selon mes moyens, s'il y a des occasions, s'il y a des périodes, je vais à l'hôtel et après je vais manger chez eux. Je reste longtemps avec les enfants, les petits-enfants, je suis avec eux, mais je lève le pied. Si maintenant ils ont une très grande maison, ils ont le mérite d'acheter une grande villa par exemple, avec une pièce, peut-être que j'irai, je ne sais pas. Mais si j'y vais, c'est 3 jours, pas plus. On parle de parents qui s'imposent. Alors oui, j'ai bien compris, je commence par le début, une échelle, c'est vers le haut. À partir du moment où il s'impose et que ça commence à créer des problèmes de shlom bayit, il est impératif, par contre, que non pas l'enfant, pas la fille, parce qu'elle a le respect des parents, mais que le mari fasse une réunion et explique clairement les choses, sans manquer de respect, parce que le respect al-pi halakha, selon la halakha, d'un beau-fils, c'est de respecter ses beaux-parents comme des personnes âgées et avoir de la gratitude de leur avoir donné leur fille. C'est tout. C'est pas le même respect que le respect des parents. Ce n'est pas la même chose. Même si dans le... ça me reviendra, il y a un midrash qui dit que si, mais c'est pas la halakha. Le midrash, il dit qu'on doit respecter en tant que beau-fils ses parents, comme ses beaux-parents comme ses parents, mais l'onikba est la halakha. C'est pas la halakha. La reine, dans ce cas-là, il est impératif d'avoir une sérieuse discussion, parce que récemment, il y a à peu près 1 mois et demi de cela, une belle-mère qui s'imposait dans une maison, on est arrivé aux mains avec son gendre. Et c'est Dvarim Shem Chamouri Meod, même si la mère, elle a, et écoutez bien ce que je vais vous dire, même si vous êtes des parents qui avaient eu le mérite d'aider vos enfants à s'installer en Eretz Israël, vous avez payé une partie de l'appartement pour eux, vous les avez aidés, ça ne vous donne pas le droit de comprendre que vous êtes chez vous. Ne l'oubliez jamais. Quand vous venez dans une famille, comme par exemple, je le dis souvent, des fois la belle-mère, elle arrive avec beaucoup de bonnes intentions, elle est gentille, elle est super gentille, elle apporte plein de gâteaux pour les enfants, plein de bonbons. Le père, il veut pas, à cause des dents. Je ne veux pas qu'il mange ces gâteaux. Quand on a du savoir-vivre, on dit, j'ai acheté plein de gâteaux, mais papa, il décide. Ça, c'est du savoir-vivre. Mais de dire, oh, lâche-moi, toi, de toute façon, qu'est-ce que tu connais des enfants? Tu viens de dénigrer le papa, retirer le respect des parents vis-à-vis des enfants. Tu t'imposes dans un monde où tu n'as aucun droit sur l'éducation des enfants, ça ne te regarde pas, et c'est d'un manque de savoir-vivre qui mériterait d'être mis à la porte. On ne parle pas comme ça. Tu es chez lui. On ne parle pas comme ça. On tape à la porte, on donne le respect aux enfants. Moi, quand mes petits-enfants viennent ici, qu'est-ce que je fais tout le temps? Ah, maman, est-ce qu'on peut lui donner? Je suis le grand-père. Est-ce qu'on peut faire? L'autorité n'est pas à moi, c'est pas à moi de punir, et c'est pas à moi d'éduquer. Par contre, si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je vais prendre mon fils de côté, ou ma fille de côté, j'en ai pas, mais c'est pas grave, mais mes belles-filles sont comme mes filles, et je vais lui dire, loin des enfants, regarde, sois sympa par rapport à ça, on va discuter, on peut s'arranger, dire, ouais, t'as raison, la prochaine fois, je ferai différemment. Mais des fois, il arrive que la belle, elle arrive, et qu'est-ce qu'elle dit? Je vais chez mon fils. Vous entendez les mots? Elle oublie que c'est pas que chez son fils, c'est chez sa belle-fille. Je vais chez mes enfants. Comme c'est souvent les gens qui disent, elle ne met plus les pieds chez moi. C'est chez nous, c'est pas chez toi ici. Parce que si tu dis à ton mari, ta mère ne met plus les pieds chez moi, ça veut dire que lui, il vit chez toi. Où est-ce que tu vis dans l'histoire? Faire très attention au dialogue et ne pas s'imposer. Ce qui fait que quand on a des beaux-parents qu'on appelle envahisseurs, qui n'ont pas compris que les enfants ont aussi besoin de leur intimité, que la femme, elle en a marre de rentrer, de voir sa belle-mère sur le fauteuil ou toute la journée en train d'ouvrir les placards. Et ça l'insupporte. Ça l'insupporte. Il faut respecter ça. Ils ont besoin de passer Dieu, le créateur du monde, Dieu. Ouais. Il a dit, efface mon nom pour les laisser tranquilles. Et nous, on s'impose. Dieu. La mezouza, Chazal, ils disent, pourquoi on la met pas à l'intérieur de la porte, à la maison, à l'extérieur? Vous savez, vous connaissez la première raison de cela? À part que Shomer d'Altot Israël, Dieu le gardien des portes. Le Chachamim, ils disent, pour t'enseigner que quand tu rentres dans l'intimité d'une maison, Dieu lui-même, il ne veut pas rentrer, il se met dehors pour nous garder. Dieu, il ne s'impose pas dans la maison. Tu veux faire Shabbat, tu fais. Tu veux pas faire Shabbat, tu fais pas. Elle va devenir s'imposer quand des fois la femme, elle vient de finir la cuisine, tu as la belle-mère qui arrive, avec de bonnes intentions maintenant, et elle veut faire du boulot. Ça veut dire sortir la farine, mettre de l'huile, le balagan. Mais la belle-fille, elle n'a pas envie. C'est sa cuisine. Alors si tu veux le faire, sois intelligente. Avant de venir, dis-moi ma fille, si j'arrive pas trop tard, je peux faire du boulot chez toi? Sinon, je le fais chez moi à la maison. Ça s'appelle tout simplement du savoir-vivre. Et de l'autre côté, quand on a le bonheur de recevoir ses parents, il faut les accueillir avec un tapis rouge, les mettre à l'aise. C'est pas grave si elle a laissé ses chaussures un peu à droite et à gauche. Passer au-dessus de tout cela et leur donner tout l'amour. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, peut-être que demain, ils partiront de ce monde. Et la seule chose qui nous restera,
ce seront les souvenirs à se partager de ces bons moments où on était tous unis ensemble. Donc, faire la part des choses, et si la discussion s'impose, eh bien, quel est le lieu? En malasot. Quand on est au courant qu'une personne est sous l'emprise d'une personne avec des problèmes psychologiques comme un PN, que ce soit une femme ou des enfants, comment on pourrait leur dire, ils n'arrivent pas à s'en sortir de cette emprise, est-ce qu'on pourrait leur dire, est-ce qu'on peut les conseiller, comment on peut les aider à se sortir de cette emprise, et est-ce qu'on peut le faire? Non, je pense que c'est dû surtout en psychologie, on appelle ça prise de conscience. Quand quelqu'un est sous l'emprise de l'autre, eh bien, le temps va travailler à une prise de conscience tôt ou tard. Il va y avoir un éveil chez la personne. Parce que si cette personne, par exemple, est trop faible, moi, par exemple, quand je rencontre des gens qui sont trop faibles pour fuir une situation d'oppression mentale, d'harcèlement, de tout ce que tu veux, je vois que ces personnes, ça sert à rien de lui parler parce que tu dis pars, réveille-toi, réagis. Elle va pas le faire. Elle n'en a pas la force. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, en tout cas en psychologie, on apprend que on fait deux pas en recul, on lui donne le bonheur qu'on peut lui donner, et en vivant le bonheur qu'elle va vivre dans un soleil de considération, de belles paroles, elle va réaliser combien elle vit des fois dans le noir, et donc avoir un éveil, et puis sortir d'elle-même. Parce qu'on ne peut pas sortir une personne d'un trou si elle ne veut pas sortir d'elle-même. La reine, il faut des fois faire preuve de psychologie et savoir que si les choses ne sont pas possibles, et puis après tout, vous savez, il y a des gens qui ont toute leur vie fait de la prison, depuis qu'ils sont petits. D'accord? Quand ils sortent dehors, ils sont plus perdus que quand ils sont en prison. Bon, si une personne se complaît dans son malheur, eh ben, tant mieux pour elle, puisque c'est ce qu'elle veut vivre. Il y a une question qui a été posée, et je voudrais moi-même y répondre, c'est qu'est-ce qu'on fait quand un mari donne toujours raison à ses parents face à sa femme? Alors ça, c'est quelque chose de grave, sachez-le. C'est une très très grave erreur d'abord de la part du mari, parce qu'une femme, ce qu'elle attend de son mari, c'est la protection. Ça veut dire que... Ken, c'est très bien, mais ça veut dire quoi? On manque pas de respect, mais d'abord, il faut être très objectif vis-à-vis de son épouse. Et quand les parents abusent et que la femme dit « Écoute, j'ai un problème avec ton père, j'ai un problème avec ta mère », eh bien, il faut savoir entendre, parce que le devoir du mari, d'abord et avant tout, c'est protéger sa femme. Rien ne passe avant sa femme, c'est marqué noir sur blanc. Ya azov ish et taviv et imo vidabek beishto. Vidabek. La Torah te dit quand tu te maries, tu fais 2 pas de recul vis-à-vis de ton père et ta mère et tu t'unis à ta femme. Alors quoi, on laisse les parents? Non, on ne laisse pas les parents. Mais si la femme elle a un problème avec eux parce qu'ils ne la considèrent pas, ils la descendent, ils font que des critiques, ils l'humilient, tu n'as pas le droit de rester sourd en disant ouais mais de toute façon c'est ta faute, t'as vu toi aussi comment tu parles, t'as vu toi, oh, c'est ta femme, pas ta copine. Donc c'est un peu le mari qu'il faut éduquer sur les valeurs du couple. Ça veut dire que si tu es prêt à aider des étrangers, remonter le moral de ton papa et ta maman, bravo, mais pas sur le dos de ta femme. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Surtout que ton mazal, c'est ta femme. La reine, tu dois être protecteur. Maintenant, encore une fois, si c'est vraiment la femme qui a tort, c'est la femme qui trouve toujours des défauts, c'est la femme qui n'est pas bécédère, allez devant un rave, expliquez-lui vos de son cloche. Le rave va inviter les parents pour comprendre le problème, pour bien avoir tous les ingrédients nécessaires pour vous dire exactement qu'est-ce qui va de ce qui ne va pas et raisonner le mari et lui faire comprendre son rôle de mari et qu'être un mari, c'est d'assumer aussi bien le bonheur de ses parents, mais surtout celui de sa femme. Alors, dernière question. Attends, dis Blineda parce que ça fait 4 fois que tu dis dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces enfants qui ont subi des parents avec des problèmes psychologiques, que ce soit PN ou autre, et qui aujourd'hui ont grandi, aujourd'hui ne savent pas comment se comporter dans la vie, ils ont une espèce de rancœur parce qu'ils n'ont pas eu de mère, ils n'ont pas eu de père, ils les ont eu physiquement mais pas psychologiquement. Tirer un trait, il n'y a que ça à faire. Quand on a grandi dans une douleur d'adolescence et qu'on a grandi, c'est-à-dire qu'on est devenu mature, il ne faut surtout pas traîner avec cette douleur du passé. Si tu as besoin d'en parler, tu en parles. Le problème qu'il y a, c'est que tu vas te mener à faire du motzi shemra sur les parents, ou même du lachonara si c'est des vérités. Donc c'est très compliqué, on a le droit d'aller en parler à un ami, on a le droit, comme le disent nos sages, celui qui confie sa douleur, il s'est débarrassé pratiquement de 50%. C'est comme quelqu'un qui a une indigestion, il va vomir. Donc il va sortir de lui. Mais une fois que c'est fait, il faut avoir la force psychologique de tirer un trait sur le passé. C'est impératif de savoir regarder devant et de ne pas vivre constamment sur « j'ai pas eu d'amour, j'ai pas eu de mère,
j'ai pas eu de père. Mais est-ce qu'au point d'enfouir et de ne plus parler de ça? Non, parce que mettre la poussière sous le tapis laisse quand même la saleté à la maison. Je pense que beaucoup de gens commettent cette erreur, d'avoir, d'une certaine façon, étouffé des vrais problèmes qui vont surgir d'un coup dès que, par exemple, une femme qui a subi des arrois, des situations très oppressantes des parents, eh bien, elle va le cacher en elle, elle va faire semblant de l'ignorer, mais ce qui va se passer, c'est que quand le mari va recommémorer une scène de Sarakol dans le mois que sa mère lui a fait subir, elle va d'un coup réagir et lui faire subir à lui tout ce mal vécu. Pourquoi en lui disant « Ah, ne me dis surtout pas ça, ma mère, elle m'a fait ça, je supporte pas. » Mais d'accord, j'ai peut-être fait un geste qui ressemble à celui de ta mère ou celui de ton père, mais je n'ai pas fait ça avant, je ne fais pas de comparaison. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Parce que le problème qu'il y a, je vous dis franchement, c'est qu'on ne peut pas avoir un bel avenir si on mêle constamment les douleurs du passé dans le présent et dans l'avenir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, mais Dieu nous dit pour aller en Eretz Israël. Ça veut dire les Shana Abba, Yerushalayim Abnouya, Bezrat Hashem, comme on le dira si Dieu veut à Pessah avec le Melech HaMashiach, Amen. Mais ne rentrons pas. L'hypnose, est-ce que c'est permis? Absolument. On peut tout à fait faire de l'hypnose. C'est une thérapie qui marche très fort aujourd'hui, qui a de bons résultats. Et MBZ Shumbaya El Khatit, il n'y a pas de problème d'Alacha. Moi, mon problème, c'est est-ce que c'est permis ou pas Al-Pi Alacha? L'hypnose est permis. Aval, quoi qu'il advienne, Zedvarim chez Meot Keda. Vous savez, je répondrai une chose très importante. Quand on rentre sous la choupa, Dieu dit je pardonne toutes les fautes du passé. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans Yevamot Samerbet. Donc, Dieu pardonne le passé. Alors, si Dieu te pardonne ton passé, neurofeedback excellent. Excellent. Zémé Odozer, Animod Mamlitz. Ça fait des années que le neurofeedback, c'est quelque chose que je conseille vivement, pour, pas simplement que pour les TOC, pour sortir aussi de contexte de tristesse, de manque de concentration, par exemple, et d'attention. C'est très important, ça aide beaucoup. Mais encore une fois, c'est pas interdit, donc tout à fait permis. Vémé Od Mumlatz. Maman, je conseille vivement. J'ai d'ailleurs conseillé récemment à une personne d'aller faire un neurofeedback par rapport à ce qu'il m'avait expliqué de ce qu'il vivait dans sa vie, ce qu'il avait comme problème. Tous les moyens qui nous sont mis sont des moyens qui nous servent. Il ne faut pas les ignorer. Si Dieu nous les a donnés sur Terre, quand tu as un problème d'électricité, tu appelles un électricien. Si tu as des moyens aujourd'hui pour te soigner des problèmes d'addiction, des problèmes de concentration, des problèmes quelconques, et qu'il existe des appareils ou des thérapies qui ne sont pas anti-halakha, tu as le devoir d'aller te faire soigner chez Neymar Verapo, Irapé, et le devoir de ceux qui sont professionnels dans le domaine médical d'agir en conséquence et de ne pas compter sur le miracle. Même si tout est miracle, car derrière chaque appareil, chaque personne, il y a la bracha ou pas de Dieu. Voilà. Je pense qu'on a fait un tour général. Je ne m'attendais pas à autant de questions ce soir et une conversation avec vous aussi longue. J'espère avoir été en tout cas à la hauteur de vos questions, même si je n'ai pas un très haut niveau. Mais en tout cas, je vous ai fait partager le peu de connaissances que j'ai pu acquérir. Et bien entendu, ne vous arrêtez pas à moi, il y a beaucoup mieux comme réponse et beaucoup plus précis comme réponse, c'est évident. Mais voilà, on ne peut donner sur la table, emmener sur la table que ce qu'on a dans le sac, et c'est ce que j'ai voulu faire partager avec vous. Donc le respect, oui. Comme dit la Gemara, j'adore cette phrase. Chabdeu vechashdeu. Honore et respecte tout le monde, mais méfie-toi de tout le monde, car on ne sait jamais réellement à qui on a affaire, et dans la famille, et dans les amis, et dans la société dans laquelle on vit. La reine, vivons bien, chacun chez soi, avec beaucoup d'amour, sans critique de personne, savoir se pardonner, savoir s'aimer, c'est aussi savoir connaître sa place dans la société. Kol Tov, Leitraot. Oui, je vais rappeler aussi le nom de cette merveilleuse personne à qui vous devez cette soirée pour ceux qui l'ont apprécié, qui a demandé ce cours, puisque nous, on vend non seulement des cours pour soutenir les familles, voilà, je vous le dis, Bezrat Hashem, demain nous allons donner des sommes d'argent qui nous ont été transmises pour ma collègue, où plus de 15 familles vont pouvoir faire la fête de Purim grâce à vos dons. Des cours qui ont été achetés, entre autres, ici, pour les Avrechim, pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est votre mérite à vous. Et donc, ces shiurim que vous achetez 120 €, vous pouvez les prendre du maaser, ça va, mamash, dans des familles qui n'ont pas de quoi manger, ou dans le kollel, où c'est la même caisse. Pour construire le binyan, on attend juste d'avoir l'argent maintenant pour commencer. On ne peut pas donner un chèque qui n'est pas complet au kablan. Donc, si quelqu'un gagne le loto, pensez au binyan, parce que vraiment, tous les juifs francophones en profiteront, je vous l'affirme. Tout le monde l'attend, même au sein du gouvernement, ce binyan qu'on doit construire absolument. Merci beaucoup à Madame Sandra Cohen, à Yekara, tous ses enfants, une grande atzlacha pour Elia, Yaakov, Rachel, Uriel, Diana Cohen, son frère bien-aimé, Monsieur Cohen, toute sa famille, avec Kol Am Israël, et avec sa permission, j'aimerais aussi dédier ce shiur, ce partage, même pas un shiur, mais en tout cas ce question-réponse entre nous, pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui font partie de la famille de Oel Moshe, dans Torah Traim, Bezrat Hashem. Bracha, Atzlacha, Purim Sameach, et je vous dis à demain matin pour
vous prendre la tête avec d'autres shiurim et d'autres shiurim pour la refoua shlema, pour l'élévation de l'âme, pour votre réussite. Kol Am Yisrael Bezrat Hashem Geoula Shlema. Toda Rabba, Kol Tuv et Laila Tov.